Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les intempéries. Donc, nous allons entamer cette soirée relativement, j'allais dire, informelle tout de même, en parlant du microbiote et de ses implications, puisque vous avez manifestement déjà entendu parler, et puis d'autres viendront après moi, dans ses implications un peu plus sociétales et comment de ces implications sociétales on va en découler des connaissances, des savoirs, donc, et des impacts pragmatiques en ce qui concerne la médecine, par exemple. Alors évidemment, faire une présentation sur le microbiote société et médecine prendrait plusieurs jours, mais j'ai choisi évidemment délibérément de prendre quelques points. Alors tout d'abord, le concept général, quand on souhaite comprendre, même si c'est extrêmement ambitieux comme mot, l'impact du microbiote dans la société et la médecine et la recherche, on doit d'abord faire un effort scientifique important qui est le suivant, c'est-à-dire essayer de penser à côté de ce qu'on a compris jusqu'à présent en termes de physiologie, en termes de médecine, même si dans la littérature, dans notre histoire scientifique, une richesse épistémologique a mis en évidence que l'on pouvait déjà avoir avec une estimate du raisonnement. Le mot « penser à côté des sentiers battus » est essentiel ce soir. Vous allez voir qu'on va essayer de franchir un certain nombre de frontières de la connaissance, voire même de frontières du raisonnement classique qui nous a été inculqué. Pourquoi? Alors, voilà. Donc, l'intestin dans différentes formes, un petit jeu de mots, tout simplement, c'est que c'est le tube de l'année. Le tube digestif de l'année, c'est celui dont on entend le plus parler sur les radios en termes scientifiques, à la télévision. Il y a énormément de reportages, énormément de conférences, et au-delà de ça, on peut en mesurer grâce à cette médiatisation sur les réseaux sociaux ou à la télévision, à la radio, on peut commencer à en mesurer les conséquences. Donc mes collègues et moi-même sommes heureusement débordés par les sollicitations pour en parler. Donc sur cette base-là, on va reprendre pour être capable de penser à côté un petit peu d'évolution et de réussir à arriver. On va peut-être attendre que tout le monde s'installe, ça sera plus facile. On fait braver les intempéries, donc je suis ici d'aller jusqu'à là. Et donc, au-delà de braver les intempéries, on va braver les concepts, des dogmes établis, et on va essayer de les fourvoyer quelque peu pour penser correctement. Donc, 13 milliards d'années, puis, comme avec l'inflation de la vie et de notre système, apparition de l'atmosphère, du gaz carbonique, et tout d'un coup, à 3,5 milliards d'années, apparition d'une forme de vie. Et ces premières formes de vie, un petit peu structurées, étaient déjà des bactéries. Donc finalement, on voit de par ce simple concept que si l'on suit l'évolution darwinienne, nous avons tous quelque chose de bactérien, dès le départ, dans nos cellules eucaryotes. Puis, un mouvement extraordinaire de biologie a permis de passer d'une atmosphère carbonique à une atmosphère oxygénée, et grâce, une nouvelle fois, à des bactéries. On voit par ce concept que les grandes révolutions de la vie ont pour origine les bactéries. On va voir que c'est toujours vrai au XXIe siècle. Pourquoi? Parce que nous vivons aujourd'hui, en termes de biologie, une révolution, le mot n'est pas trop fort, une révolution scientifique, clinique, médicale, sociétale, voire même, on pourra en discuter, théologique pour les plus afins de ce domaine. Donc sur cette base-là, création de l'oxygène et au-delà de l'oxygène, des notions énergétiques. Pourquoi? Parce que cet oxygène alors était capable d'être produit par des bactéries et cet oxygène a été utilisé par d'autres groupes de bactéries pour fabriquer de l'énergie. Et cette énergie, c'est une énergie nouvelle, c'est une énergie dite organique. Donc on fabriquait grâce aux bactéries les premières molécules, les premiers substrats organiques en grande quantité, évidemment. Ce n'était plus simplement des réactions chimiques plus ou moins aléatoires, c'était des réactions biochimiques. Donc le vivant, c'est-à-dire les bactéries à l'époque, s'en étaient organisées, et de là on a créé toute la diversité que l'on connaît. Donc quelques milliards d'années pour réaliser ce saut technologique biochimique essentiel, puis à nouveau quelques milliards d'années, mais pour décupler cette efficacité et réaliser, somme toute, tout un large spectre de vie. Donc dans ce concept-là, on peut voir
elle influence tout simplement bien, un peu de publicité pour les autres, ça tombe pas de mal. On peut voir tout simplement au cours des temps l'implication essentielle des bactéries. Ça, alors, au-delà de cette manière organique qu'on a créé des aliments, les aliments ont alors pu permettre de démultiplier les aspects vitaux sur la planète. Donc voilà un cheminement relativement simple et qui permet de vraiment mettre à les bases du fondement et de l'importance de ce que les bactéries représentent sur notre planète et dans notre système. Alors, il y a 1,5 milliard d'années, il s'est passé un mécanisme, 2,5 milliards d'années, donc l'évolution de l'apparition d'oxygène. 1,5 milliard d'années, nous entendons un nouveau pas majeur pour l'homme et microscopique pour les bactéries, qui a été simplement les bactéries extracellulaires sont devenues endobiontes, c'est-à-dire qu'elles sont venues quelque part s'abriter à l'intérieur de notre organisme. Donc il y a le symbiont, je me mets à côté, je vis en colocation, si vous voulez, et il y a l'endobionte, je vis en colocation, mais à l'intérieur de l'organisme, sans pour autant être un parasite, c'est-à-dire sans tuer l'organisme. Et ce côté endobionte a donné naissance à ces mitochondries, vous savez, je pense que j'ai bien compris, un certain nombre d'entre vous sont scientifiques, ces mitochondries sont les centrales énergétiques et nucléaires qui permettent de générer l'énergie dans la cellule. Et donc, il y a eu cette première phase vraiment de symbiotisme, endobiontisme essentiel, et qui est en fait le primum movens de notre réflexion ce soir, qui est de savoir si les bactéries qui nous habitent sont là passivement, ou si elles sont là de manière active, utile. Quelle est cette activité? Et on commence à mettre les bases d'un raisonnement clinico-scientifique. Quelle est l'utilité pour la santé et pour la pathologie, on va dire pour la lutte contre la pathologie, de cette relation symbiotique, endobiontique extrêmement étroite, sans laquelle nous ne pourrions vivre correctement. Donc, en plus des bactéries intracellulaires, qu'on appelle les mitochondries maintenant, les archabactéries, les ancêtres bactéries, il y a évidemment, maintenant nous savons tous, de nombreuses bactéries qui habitent notre organisme, mais qui n'habitent pas notre organisme de manière intérieure, endobiontique, ou alors à l'intérieur de nos tissus, qui habitent notre organisme, mais superficielle, extérieure, c'est-à-dire tous les épithéliats, toutes les groupes glandales. On retrouve des noms de bactéries, que l'on retrouvera un peu plus tard, sur tous les épithéliats, sur toutes les surfaces extérieures à notre organisme. Et pour rappel, le tube digestif de la bouche à l'anus est le milieu extérieur. C'est un épithélium, c'est l'extérieur. Si on chemine de la bouche à l'anus, on va voir qu'il est toujours à l'extérieur de l'organisme. Alors, on a cette distribution d'une complexité bactérienne. Quelle est-elle, cette complexité bactérienne, et comment a-t-on pu la mettre en évidence, et comment habite-t-elle sur notre organisme, sur nos épithéliats, de manière différenciée? Alors, il y a plus de 10 millions de gènes bactériens. Exactement quel est le flux d'audience. Donc, un gène, c'est une protéine, c'est une fonction, pour faire extrêmement simple. Et donc, il y a plus de 10 millions de fonctions. Nous, autres, eucaryotes, organismes particulièrement développés d'un point de vue sociétal, nous avons probablement entre 20 et 30 000 gènes. L'ensemble, maintenant je pense qu'on peut dire l'ensemble du génome bactérien, c'est-à-dire des fonctions bactériennes, est aux alentours des 10 millions de gènes. Donc vous considérez un petit peu la différence de complexité que représente notre microbiote, au sens large, par rapport à nos gènes, à nous, dans ce que nous sommes capables de faire avec notre codage. Donc sur cette base-là, il y a dans l'organisme à peu près 10 puissance 14, 14,0 d'individus bactériens, kilocalories, entre 10, 13, 10, 14. Il y a à peu près 10 fois moins de cellules hôtes, c'est-à-dire eucaryotes, que de cellules bactériennes. Donc finalement, quand on réalise ça, si on explique à un extraterrestre, j'allais dire ce qu'est l'être humain, des cellules eucaryotes, des cellules prokaryotes, il va dire, ben, vous êtes simplement des bactéries qui hébergeaient un être humain. Ils n'ont pas des êtres humains qui hébergeaient les bactéries, parce que les plus nombreux, les cellules plus nombreuses sont les bactéries. Alors, si je me permets d'ouvrir en tant que scientifique une première parenthèse, de la fermer rapidement. Si l'on considère philosophiquement ce qu'est l'être humain, être, ne pas être, une fameuse question à laquelle on essaye
en tant que docteur en philosophie, hein, c'est mon titre, de répondre d'une manière ou d'une autre. Comment se définit l'être humain? Est-ce que l'être humain se définit par ses cellules eucaryotes, par son prokaryote, c'est-à-dire les bactéries, par une symbiose des deux? Est-ce que finalement, philosophiquement, notre esprit pense avec notre âme et notre subconscient associé au conscient, qui est le propre de l'être humain? Où sommes-nous? Ce conscient, ce subconscient est-il sous l'influence, finalement, d'un être qui vit à côté de nous, donc pensée à côté, qui vit à côté de nous, que représentent les bactéries? Est-ce que ces bactéries sont des cellules qui apparemment sont indépendantes, c'est ce qu'on pourrait croire? C'est ce qui est faux, évidemment. Chaque cellule vit en symbiose, comme les cellules de notre peau vivent en symbiose avec les cellules de notre sang, de notre système immunitaire, etc. Donc cet organe, finalement, je vais prononcer le mot organe, qui est l'organe microbiote, représente-t-il l'être humain? Ou est-ce que c'est l'organe eucaryote qui représente l'être humain? Finalement, si l'homme a créé Dieu à son image, quelle était l'image de Dieu? Fin de la parenthèse, je vous laisse avec cette réflexion. Comme le bac de philo, c'est bientôt, ça vient juste d'être passé, vous avez 4 ans. Donc, sur cette base-là, et ce sera ma seule allusion, on remet en question d'un point de vue philosophique, et j'ai été approché par les philosophes pour me demander ce que j'en pensais, pour savoir quelle était la définition de l'homme, et finalement, quel était notre mode de pensée et notre âme. Est-ce que le microbiote fait partie de l'âme ou du subconscient, voire même du conscient? Alors, du conscient, on en est sûr. Donc, je peux déjà répondre à cette question. L'on sait, par exemple, de manière consciente, que ceux qui aiment le chocolat, non pas par goût, mais par addiction, ont un microbiote différent des autres. Par exemple, à savoir que vous pourrez considérer que l'on pense de manière consciente avec un cerveau inconscient qui est celui de l'intestin. Alors, pour ceux qui ont suivi la littérature, il y a eu, il y a 2-3 ans, des scoops très importants dans la littérature que l'on a appelé, qui continue aujourd'hui, qu'on a appelé le deuxième cerveau. Je pense que cette phrase n'est pas inconnue, pas inconnue. Ce deuxième cerveau, on a dit, c'est le cerveau intestinal, on pense avec notre intestin. Mais qui contrôle ce cerveau intestinal? Il est à côté de qui? Il est à côté de quoi? Il est à côté de bactéries. Alors, si un cerveau, c'est fait de cellules nerveuses, c'est quel cas dans notre intestin contient à peu près autant ou plus de cellules nerveuses, hein, vous avez 8 mètres de tube digestif, que notre moelle épinière. Alors, moins de cellules que notre cortex, au moins chez l'être humain, l'homo sapiens sapiens, ça reste discutable chez le macaque, mais chez l'homo sapiens sapiens, il y a plus de cellules dans le cortex que dans l'intestin, mais autant dans l'intestin que dans la moelle épinière. Un cerveau, des cellules nerveuses neuromédiateurs, c'est une molécule sécrétée par les cellules nerveuses qui parlent à côté. On connaît quelques dizaines de neuromédiateurs produits par nos cellules eucaryotes. On connaît quelques milliers de molécules bactériennes qui sont capables d'agir sur notre cerveau et sur nos cellules nerveuses. Quasi tous les neuromédiateurs, dopamine, sérotonine, tryptamine, etc., c'est les pinéphrines, j'en passe, c'est les meilleurs. Quasi toutes les molécules neuromédiatrices donc, qui font notre cerveau, on va dire, notre mode de pensée, sont également produites par les bactéries. Sur 10 millions de gènes, vous avez pléthore de capacités de produire des molécules, j'allais dire, pensantes. Et donc, finalement, cette interaction microbiote intestinal, deuxième cerveau ou cerveau intestinal est très puissante. Elle est tellement puissante que vous avez une autoroute nerveuse qui va dans l'intestin jusqu'au cerveau, et le cerveau qui retourne dans le reste de l'organisme. Cette autoroute nerveuse, c'est, pour ceux qui connaissent leur biologie, le nerf vague. Le nerf numéro 10, le nerf vague, un énorme nerf qui est pratiquement le plus gros de l'organisme, qui va de l'intestin jusqu'au tronc, jusqu'à la base du cerveau, et de la base du cerveau jusqu'au cortex, etc., qui fait des relais. Et ce nerf vague, c'est le nerf, en fait, son vrai nom, c'est pas le nerf vague, c'est le nerf vagabond. Parce qu'il vagabonde, il va dans l'ensemble de l'organisme. Et il relaie l'information intestinale, des informations intestinales, notamment du domaine de l'alimentation, la nutrition. Comme je vous disais tout à l'heure, je mange des chocolats, j'aime ça, très bien. Les papilles gustatives nous aident. L'intestin nous aide. Les papilles gustatives nous aident.
Les papilles gustatives, c'est rien d'autre qu'un épithélium qui se trouve sur la bouche. Ces papilles gustatives sont des toutes petites que vous connaissez, sucrées, salées, etc., ou marines, sont des toutes petites structures neuroépithéliales, c'est-à-dire nerveuses et épithéliales, qui relaient l'information du goût. Donc c'est ça. Mais cette information du goût est également dépendante, et ça a été montré cette année, par les bactéries qui colonisent ces papilles gustatives. Si bien que des êtres humains, ils ne sentiraient pas ou qu'ils sentiraient trop le goût sucré. Et ce goût sucré, étant connecté au cerveau, évidemment, va alors stimuler l'être humain à manger plus. Il suffit de nettoyer les papilles, des antibiotiques ou autres, pour réduire cette capacité. Les antibiotiques ne vont pas détruire, j'allais dire, les papilles, mais détruire l'environnement, c'est-à-dire les bactéries qui l'habitent. Et l'on peut maintenant commencer à identifier dans la bouche et dans l'intestin des relations moléculaires très étroites entre la qualité des bactéries, on va y venir, et les impacts nutritionnels et le comportement. C'est ça que le comportement, je pense, donc je suis quoi avec un être humain ou je suis un être humano-bactérien. Et je pense qu'il faut aujourd'hui considérer le symbiose, c'est-à-dire l'association des deux, plutôt que l'holobionte, c'est-à-dire les personnes séparées. Alors, ces bactéries sont groupées dans des grands groupes. On ne va pas faire trop de sémantique ni de taxonomie, mais je vais quand même vous les décrire. Il y a essentiellement deux grands groupes, les rouges et les jaunes, suivant les diapos, mais le Bacillus c'est les firmicutes, et un autre petit groupe, qu'on appelle les phyla, d'un point de vue taxonomique, qui habitent. Et dans notre organisme. Et dans cette vie-là, il y a toute une taxonomie des genres, ordres, classes, espèces, etc., etc. Alors, vous savez, ici, la complexité taxonomique avec au centre un des plus hauts niveaux de la taxonomie, les phyla, puis les ordres, classes, genres, espèces, etc. Et associés, vous avez un certain nombre de candidats qui sont à peu près bien connus. On est très loin de tout connaître, évidemment. On est très loin d'avoir tout caractérisé, surtout de tout savoir cultiver. Et sur cette phase-là, les études, depuis une dizaine d'années, sont extrêmement puissantes pour commencer à cartographier, à faire une sorte de dictionnaire, un catalogue de l'ensemble des bactéries, de l'ensemble des gènes, donc de l'ensemble des fonctions. Évidemment, c'est une science naissante grâce à la technologie, on va y voir. Alors, au-delà de ces aspects taxonomiques et un peu conceptuels, philologiques pratiquement, nous avons une notion médico-clinique, clinique au sens santé, pas pathologique, qui est la suivante. Nous sommes tous nés dans cette salle complètement vierge de bactéries. On est né, ce qu'on appelle axélique, sans vie bactérienne, comme des poulets qui sortent de l'œuf, qui naissent complètement stériles. Et au cours des premières heures, premiers jours, mois, etc., s'est mise en place toute une structuration de bactéries, vous voyez, dans l'ordre, avec ces fameux phyla dont je parlais, qui doit être respectée. Pourquoi? Parce que la mise en place de ces phyla, comme un jeu Lego, si vous voulez construire une maison, vous avez intérêt à commencer par la base. Si vous voulez mettre les fenêtres et qu'il n'y a pas la base, ou le toit et qu'il n'y a pas les murs, ça ne tiendra pas. Ben pour l'écologie bactérienne, c'est pareil. Il faut mettre dans l'ordre cette écologie bactérienne. Et cet ordre doit être respecté. Il doit être respecté tout au long de la vie. Voire de la mère gestante, porteuse, la femme enceinte, doit absolument avoir déjà un microbiote particulier, notamment au cours du 3e trimestre de sa grossesse. Il y a un microbiote caractéristique qui va commencer à programmer ce que va être le futur bébé, et voir le futur enfant, et voir le futur adulte, si on pousse à l'extrême le raisonnement. Et donc, le bébé à la naissance va se coloniser par son environnement. Son premier environnement, quand il est né par voie naturelle, c'est évidemment le vagin. Toute la sphère digestive, voire orodigestive, les premiers bisous, et également le sein maternel. Le sein maternel qui contient ce premier lait qu'on appelle le colostrum, qui contient des bactéries, des lactobaciles, des bacilles du lait, que maintenant on s'amuse à mettre dans les yolks. Il n'y a pas que ça, il y a aussi du philo, etc. Donc, les premières colonisations sont celles-ci, se mettent en place grâce aux premières heures. Et cette organisation doit être très bien structurée. D'où la théorie un peu actuelle de favoriser l'allaitement
de favoriser les voies naturelles et donc anti-césariennes. Si nous avions du temps sur la fac de médecine, je présenterai les résultats de la césarienne versus la voie naturelle sur le développement d'un certain nombre de maladies métaboliques et cardiovasculaires qui ont été bien étudiées parce que très bien retenues. Donc on a aujourd'hui ces évidences très claires. Évidemment, par extension, on a aussi les évidences relatives à l'antibiothérapie très jeune à la naissance, dans les premiers jours. Vous pouvez imaginer, il y a des protocoles cliniques qui obligent, et à juste titre, à traiter les enfants des premières semaines, premiers mois de vie par les antibiotiques. On peut imaginer dès à présent les conséquences de cette antibiothérapie chronique répétée dans certaines conditions. Elle est obligatoire pour raison de survie, mais elle peut être délétère à terme. Évidemment, pour être capable de répondre à cette question, il faut l'ancienneté. Si on fait l'expérience aujourd'hui, on va attendre 50, 60 ans qu'une obésité, qu'un diabète, ou qu'un cancer, ou qu'une inflammation intestinale se développe. Pas évident, mais les études épidémiologiques rétrospectives sont capables de commencer à apporter des réponses dans ce domaine. Donc, il est bien conscient d'un point de vue conceptuel que se met en place une écologie bactérienne pendant toute la vie. Les phases clés, la naissance, déjà, donc la femme enceinte et son troisième trimestre. La naissance, le type de bactéries que le bébé va trouver au cours des premières semaines, premiers mois, ce qu'il va manger. L'enfant, quand la transition nutritionnelle est terminée, de l'allaitement au biberon, du biberon aux premiers aliments solides, etc. Une fois que l'enfant mange à peu près tout pareil, vous aurez quelques modifications hormonales essentielles, notamment chez la femme. La puberté chez la femme est une grosse modification, un gros facteur modifiant du microbiote. Puis, à l'âge adulte, alors, c'est le statu quo pendant des décennies, dans un état de santé ou de vie, d'hygiène de vie classique. Si demain vous décidez d'aller manger chez McDonald's tous les jours, votre microbiote va s'en souvenir et votre organisme aussi. Mais si vous mangez la même chose à 20 ans qu'à 40, qu'à 50, qu'à 60, 70, etc., votre microbiote ne va quasi pas changer. Bon, on va y revenir, évidemment. Il y a quelques subtilités par rapport à cette affirmation. Il ne va pas changer dans des proportions, j'allais dire, principales. Il peut changer, évidemment, dans un grand nombre d'espèces que l'on voit. Alors, une personne âgée. Bon, personne âgée, ce n'est pas une définition, ce n'est pas un concept, c'est plutôt une allégorie pratiquement sociétale. Une personne n'est cliniquement considérée âgée que quand elle a des maladies, donc elle rentre dans une phase pathologique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne de 70, 80, 90 ans, en parfait état de santé, qui aura le même microbiote qu'elle avait quand elle avait 20 ou 30 ans. Et puis vous avez une personne de 50, 60 ans, atteinte de ce qu'on appelle le vieillissement accéléré, tout un tas de raisons cliniques, environnementales, etc., qui aura un microbiote qui va changer par rapport à cette personne avait 20, 30 ou 40 ans. Donc il y a un âge, quelque part, du microbiote. Certains disent on a l'âge de nos artères, on pourrait maintenant dire on a l'âge de notre microbiote, c'est-à-dire dans quel état de santé il est, son microbiote, cette écologie. Alors à ce moment-là, on peut définir, on pourrait, au conditionnel, définir notre âge réel, notre âge microbiote. Donc sur cette base-là, on a bien compris qu'il y a une symbiose. Un des facteurs logiques, tautologiques de cette symbiose est évidemment l'alimentation. Je suis ce que je mange et mes bactéries font pareil. Elles sont ce que je mange. Si on veut modifier son microbiote sur 24 heures, il faut manger un cassoulet. Tout ce qui reste massif. Et il ne faut rien d'autre que 24 heures ou une nuit pour changer le microbiote. En apparence, évidemment. Par contre, de manière constitutive et irréversible, il faut plusieurs années. Pourquoi? Parce que le titre d'une de vos conférences va être la relation avec le système immunitaire. Microbiote, système immunitaire. Une relation intime. On va le voir un petit peu tout à l'heure. Pourquoi intime? Parce que la mémoire de ce que le microbiote est pendant toute notre vie adulte est au moins en grande partie contrôlée par la seule mémoire biologique que nous ayons réellement, qui est le système immunitaire, et dans une certaine mesure le système nerveux, évidemment, qui contrôle ce système immunitaire. Donc quand le couple, je ne vais pas dévoiler ce qui va être dit plus tard, mais quand le couple système nerveux, le système immunitaire, système microbien est déréglé, alors vous perdez la mémoire, vous changez. Mais pour changer ce couple, c'est très difficile. Les bactéries et le système immunitaire sont particulièrement fidèles l'un à l'autre. Ce qui veut dire que si vous naissez, vous évoluez en bonne santé, avec un microbiote en bonne santé de votre naissance
jusqu'à votre développement adulte, vous aurez toutes les chances de rester en bonne santé pour le reste de votre vie, sauf évidemment toujours quelques cas exceptionnels qui peuvent arriver. Mais de manière chronique globale et, j'allais dire, moyennée, vous serez en bonne santé, aussi bien d'un point de vue cardiovasculaire, mais tonique. Évidemment, ça peut changer. Si chroniquement, vous changez votre alimentation, vous changez votre microbiote, si vous changez vos conditions de vie, d'exercice, de stress, de voyage ou autre, vous allez changer votre microbiote. Et là, vous rentrez dans la modification du système immunitaire et la perte de cette mémoire de bonne santé que l'on a. Donc, certes, les aliments, les conditions et le contrôle de l'organisme. Alors, ce contrôle de l'organisme, maintenant qu'on a fait toute cette mise en place de la base des raisonnements, quand c'est à côté, on va rentrer un peu plus en profondeur dans la biologie. Excuse pour ceux qui ne sont pas biologiques, mais je suis biologiste, mais je vais essayer de faire relativement ça. Donc, nous avons dans l'intestin cette diversité bactérienne. Vous voyez les formes de bactéries colorées par des fluorochromes différents. On les voit bien. Vous voyez cette grande diversité dont on parlait. Et vous avez les cellules de l'hôte, ici représentées en bleu. Les cellules de l'intérieur de l'organisme sont en bleu. Et vous avez ici une barrière, une couche. Parce que dans cette symbiose, mine de rien, les bactéries avec leur petit million de gènes, si on considère l'ensemble des bactéries qui peuvent habiter l'intestin et plus, 10 millions de fonctions, mais beaucoup plus que ça, même il y a peut-être un côté agressif non négligeable, on n'a peut-être pas assez de défense. Donc l'organisme s'est dit, j'ai besoin de toi, bactérie, mais on va chacun chez soi. Comme dit un ami à moi, tu fais comme chez toi, mais tu n'oublies pas que tu es chez moi. Comme bactérie, tu fais comme chez toi, mais tu n'oublies pas que tu es chez moi, autre cas. Et donc je mets une couche de mucus. Mais cette couche de mucus, cette barrière, c'est une barrière, on va dire, semi-perméable, filtrante. Là aussi, sans faire de politique, les bactéries restent à l'extérieur, la plupart du temps, vos cellules bleues à l'intérieur, mais il y a un filtre sélectif, on arrive à la frontière avec un passeport. Et là, les gardes frontières, qu'on appelle le système immunitaire, vont sélectionner qui peut rentrer, le tout ne peut pas rentrer. Ce système immunitaire va sélectionner, on va le voir, qui peut rentrer, le tout ne peut pas rentrer, doit lire un passeport bactérien. Il va comprendre ce passeport. Il va dire, vous êtes né en France, vous pouvez rentrer en France. Très bien. Vous êtes né en Italie, vous pouvez rentrer en Italie, etc., etc. Évidemment, si ce n'est pas le cas, on va analyser la situation au cas par cas, donc, soi-disant, pour nous dire là. Et dans ces conditions-là, on va filtrer un passage bactérien, une translocation bactérienne. Et vous allez voir l'utilité fondamentale de cette translocation bactérienne. Donc, il y a un filtre immunitaire. Et ce filtre immunitaire, il va être mis en place. Vous êtes français, vous êtes né sur le sol français, vous pouvez rentrer en France. Donc, si on est né sur le sol français, c'est qu'on a été cartographié, politiquement parlant, à la naissance, puisqu'en France, on a le droit du sol, entre autres. Et donc, la mise en place par rapport à ce que je disais de qui va être toléré à rentrer, dépend de la naissance. Vous voyez, la première étape de la programmation, ce sont les premières heures de la vie qui vont éduquer le système immunitaire pour que ce système immunitaire reconnaisse qui habite naturellement. Et ce qui habite naturellement, il provient du lait maternel, du type de naissance, du vagin, de la sphère oro-gustative, digestive, qui contient les bonnes bactéries. Et l'on voit que si la mère et l'entourage, le père, tous ceux qui font des bisous au bébé, je veux dire, un microbiote dysbiotique, c'est-à-dire qui ne maintient pas le bon état de santé, alors il va y avoir un transfert de ces bactéries pro-maladie, pro-obésogènes, pro-diabétogènes, pro-carbogènes, etc. Et l'on voit alors l'importance de cet équilibre au cours du troisième trimestre de la vie de la mère pour le transfert, mais c'est également vrai pour le père, parce qu'assez rapidement, le père, on me rassemble, les grands-parents, etc., les frères et les sœurs, les enfants vont transférer ces bonnes bactéries. Si bien que si l'on fait un parallélisme que vous avez tous vu au moins à la télé ou de visu pour ceux qui voyagent, quand vous allez aux États-Unis, vous voyez joyeusement un couple de parents obèses, probablement diabétiques, c'est pas marqué sur le front, mais l'obésité, ça se détecte facilement. Un couple de parents obèses, et puis des jeunes enfants adolescents, 7, 8, 10, 12 ans, obèses également. Dans cette famille, ils mangent absolument n'importe quoi. Certes, mais les enfants qui mangent parfois sont déjà obèses. Ce n'est pas le cas en Europe de manière aussi prépondérante. Pourquoi?
les hypothèses maintenant qui commencent à être validées sont qu'en fait, les parents obèses transfèrent un microbiote obésogène, c'est-à-dire capable d'induire l'obésité. Il en est de même pour les parents minces, transfèrent un microbiote capable de maintenir mince un enfant, au moins pendant son adolescence. Et ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a des maladies qu'on appelle le foie gras chez l'homme, la stéatose hépatique, qui commencent à être transférées chez l'adolescent et dont on s'aperçoit que les causes sont associées à cette stéatose au foie gras chez l'adulte et la femme et comme le mari également. Donc vous voyez l'importance finalement de cette programmation de la naissance, cette mémoire. Et si l'on veut changer cette mémoire, il faut changer la mémoire immunitaire qui est très 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 ancrée et qui est très difficile. Alors, donc on est quand même protégé, mais on va voir l'impact de cette protection et comment on la contrôle. Donc les intervenants sont les aliments, on les a vus, mais également les médicaments. Il va de soi, je ne parle pas des antibiotiques, les médicaments chroniquement ingurgités, les molécules chimiques, pour simplifier. Il est très difficile de nos jours de trouver un médicament qui ne modifie pas le microbiote intestinal. Très difficile. La plupart le font. C'est normal, il agit sur les fonctions biologiques, et ces fonctions biologiques agissent sur le microbiote intestinal. La nutrition l'a dit, les pesticides, on en parle beaucoup, sans arrêt, glyphosate, pas de glyphosate, ça donne le cancer. Oui, mais comment? Les expériences en laboratoire sont peu concluantes. Quelqu'un a-t-il regardé l'impact du glyphosate sur le microbiote intestinal? Et le microbiote intestinal est connu pour être le facteur de risque du cancer du côlon. Donc vous voyez ce triumvirat, cette triangulation pythagorienne qui pourrait être faite en disant finalement les xénobiotiques, le pesticide qu'on appelle des xénobiotiques, xéno parce qu'à l'extérieur, pourrait modifier notre microbiote intestinal qui alors modifié pourrait simplement devenir agressif et contrôler cancer du côlon, pour simplifier, ou d'autres cancers. Donc on a ce type de raisonnement en cours, ce type d'études en cours, qui permet de commencer à poser les bases de ce raisonnement. Le stress, pourquoi? Parce que quand on est stressé, notre cerveau est stressé, il sécrète tout un tas d'hormones, ou fait sécréter des hormones de type glucocorticoïde, qui sont des régulateurs extrêmement importants du système immunitaire, de nos défenses. Donc c'est de temps en temps, on prend des chutes de glucocorticoïdes contre l'allergie à cette période, des fois, pour calmer le système immunitaire. Et en effet, ces cellules immunitaires étant calmées, leur relation avec le microbiote va être changée. Le microbiote va donc être plus agressif en réponse à ce type de traitement. Et donc, le stress va modifier les glucocorticoïdes qui vont modifier le système immunitaire intestinal, qui va alors modifier le microbiote, et le microbiote va être modifié. N'oubliez pas, c'est 10 millions de gènes, 10 millions de fonctions extrêmement puissantes pour agir de différentes manières. C'est qu'une liste non mutative de facteurs. Donc, d'où vient cette notion de révolution et comment on en est arrivé là à remettre en cause ces bases, ces concepts? Alors, en fait, comme toute révolution, il y a souvent une origine, non pas le peuple meurt de faim, uniquement, mais une origine technologique. Et c'est là où on parle de science, de révolution scientifique. Jusqu'à présent, on était capable de mesurer, en faisant cultiver des bactéries sur des boîtes, en leur donnant à manger de certaine manière, à peu près 10-20% de ce que l'on connaît aujourd'hui. La technologie a permis d'identifier cette partie immergée de l'iceberg grâce à ce qu'on appelle le séquençage, c'est-à-dire l'analyse de toutes les paires de bases, de toutes les lettres de l'alphabet qui compose le grand livre du microbiote, pour simplifier. Et grâce à ce séquençage moléculaire, on a pu réaliser le premier catalogue, première annuaire, si vous voulez, de l'ensemble des bactéries. Alors ça, c'était en 2010. On avait identifié à peu près 3 millions de gènes. On pensait que c'était déjà énorme. Maintenant, on est à 10-12 millions. Et je pense qu'on a atteint l'asymptote de la diversité. On a à peu près vite découvert, on va dire, parce qu'on a beau continuer à analyser, on ne trouve rien de nouveau. Ça a l'air d'être à peu près vrai. Et donc, cette technologie n'est pas terrible. Elle a commencé dans les années 2000. Elle s'est affirmée, elle a été validée dans les années 2010. Et maintenant, elle est utilisée à gros bouillon dans la plupart des laboratoires de recherche moléculaire qui utilisent ça en routine. Il y a encore un coût de moins en moins exorbitant, et surtout une analyse informatique et mathématique derrière qui commence à être mise en place. Donc une révolution parce qu'on a un outil.
comme dans toutes les révolutions, en plus d'un pensée. Et grâce à ça, on a fait un monde fantastique. On a donc cette taxonomie, cette organisation structurale de la vie, et on a ces fameux taxons taxins dont on parlait tout à l'heure, et ces fameux phyla qui représentent la diversité du microbiote intestinal. Alors, intestinal, mais pas. Suivant les auteurs, suivant les publications, on a 100 fois plus de gènes, 10 fois plus, 50 fois plus, 300 fois plus. Considérons qu'on a beaucoup de fois plus de gènes bactériens que dans le génome humain. 40 milliards de bactéries. Tout à l'heure, il y en avait un petit peu moins ou un petit peu plus. Personne ne les dénombre très correctement. On va dire que ce sont des chiffres faramineux. Et dans cette grande diversité de bactéries différentes, 1000, 2000, 5000 espèces différentes, finalement, que faut-il retenir? Si l'on fait une expérience relativement simple, on analyse, on regarde la carte d'identité du microbiote intestinal pour simplifier de chacun, même s'il y a un pulmonaire, pulmonaire, oral, nasal, etc. Le microbiote intestinal, dans les 8 mètres d'intestin que nous avons, si on analyse tout ça, on quantifie, on sort la carte d'identité et on regarde qu'est-ce qui est commun. Pour une personne sur deux, on partage 75 espèces bactériennes. On en a 1500, mais il n'y en a que 75 qui sont communes à une personne sur deux dans cette salle. Si on le met un peu plus stringent, en disant oui, mais quel est le nombre de bactéries qui est partagé, on va dire, par 90% du nombre de personnes dans cette salle. 90% partagent 57 espèces. On sent encore bon. Combien d'espèces bactériennes, sur 1500 à 2000 ou 3000, sont en commun à tout le monde, sont communes à tout le monde? Eh bien, on arrive à une liste, 18, 20 espèces. Une vingtaine d'espèces caractérisent et sont présentes chez tout le monde dans cette salle. Sûrement des exceptions, comme toujours. Donc c'est extrêmement peu. C'est ce qu'on appelle le corps, C-O-R-E, c'est-à-dire le cœur de ce que nous sommes. Et ces vingtaines d'espèces sont étudiées évidemment de manière très précise, on va dire, sont considérées comme essentielles pour le maintien de la bonne santé. Mais ces vingtaines d'espèces ne peuvent pas habiter sont toutes les autres espèces. Je prends l'exemple simple que vous avez probablement tous subi au fin de votre vie. Si un jour vous avez une indigestion qui s'installe avec de la fièvre, le médecin va vous prescrire des antibiotiques, par exemple. Très bien, il va prendre des antibiotiques de tel type, tétracycline ou autre, qui vont tuer, moi j'imaginais à l'époque, toutes les bactéries, mon intestin, le vol, le mauvaise, etc. En fait, non, pas du tout. Ça ne va tuer qu'une petite fraction des bactéries. Mais ça va tuer la fraction des bactéries qui est essentielle pour le reste de l'organisme. Et l'exemple est relativement simple. Dans ce tube digestif qui va de la bouche à l'anus, vous avez un gradient d'oxygène, un gradient d'acidité et un gradient de molécules toxiques pour les bactéries qu'on appelle des acides biliaires, c'est ce qui nous permet de digérer le gras, par exemple, la fameuse bile. Ces trois composés sont toxiques. L'oxygène est toxique. Oxygène, oxydation. L'oxydation, c'est toxique pour l'organisme. Et bon, évidemment, nous avons tous énormément de défenses antioxydantes qui permettent d'éviter l'oxydation due à l'oxygène. D'où le nom de cet oxygène, parce que ça oxyde. La rouille, c'est rien d'autre que ça. Eh bien, cet oxygène est toxique pour 90% des bactéries intestinales. Ce qui fait que si vous tuez les 10% de bactéries qui ne sont pas tuées par l'oxygène, qui même mangent cet oxygène, qui capturent cet oxygène, qu'on appelle des bactéries aérobies, eh bien, les autres bactéries vont se trouver avec l'oxygène qui vient de l'alimentation, la boisson, etc. Vont se trouver, cet oxygène va se trouver dans la lumière intestinale au contact avec les bactéries anaérobies qui meurent en réponse à l'oxygène. Et donc, elles vont mourir. Et donc, en enlevant la couche superficielle protectrice, toutes les autres vont mourir par l'action la plus simple, qui est l'oxydation, qui est la destruction des êtres vivants par oxydation. Quand vous mettez de l'eau oxygénée, pour simplifier, sur une plaie, vous allez tuer avec ce qu'on appelle des radicaux oxygénés libres extrêmement toxiques, très, très oxydants. Quand on met de l'eau oxygénée dans la piscine, ceux qui ont les piscines pour tuer toutes les bestioles, ça ne fait rien d'autre qu'oxyder tous les êtres vivants, y compris le doigt sur le nez dedans. C'est extrêmement toxique. Et bien, ça fait ça. Donc, en fait, ces fameuses bactéries ne pourraient vivre si il n'y avait pas les autres bactéries
qui permettent de vivre en écologie en capturant l'oxygène. C'est également vrai pour l'acidité de l'estomac. C'est également vrai pour ces fameuses bile, ces acides biliaires qui sont des antibiotiques, on va les dire, naturels. Dernier exemple, ceux qui boivent le vin rouge, ou ceux qui aiment le vin rouge, ceux qui ont une culture du vin rouge, je pense qu'il y en a plusieurs dans la salle, vous savez qu'il y a des fameux polyphénols dans ce vin rouge. Les polyphénols, on entend parler beaucoup, le French paradoxe, d'ailleurs on a beau manger du cassoulet, si on boit quelques verres de vin rouge, on est protégé. Grande discussion, j'allais dire jupitérienne actuellement, c'est le cas de le dire, pour savoir s'il faut boire du vin ou pas. C'est bon, pas trop. En tant que scientifique, on sait que des polyphénols sont capables de modifier le microbiote. Si vous avez une maladie, obèse, diabétique, ou un risque cardiovasculaire, vous avez probablement un microbiote dysbiotique, c'est-à-dire anormal, pour simplifier. Le fait de boire du vin rouge, comme dans le cas de ce qu'on appelait le French paradoxe, c'est-à-dire on mange un cassoulet mais on meurt moins à l'accident cardiovasculaire parce qu'on est protégé par le vin rouge, a été proposé comme étant dû à des polyphénols du vin qu'on appelle du resveratrol, pour simplifier. Ce resveratrol provient de la peau, des raisins rouges. Et en effet, c'est pour le raisin un antibiotique naturel qui évite un certain nombre de bactéries de cultiver, de pousser sur le raisin. Et donc vous avez dans la nature énormément d'antibiotiques naturels que nous mangeons, notamment dans les plantes. Pourquoi? Parce que les plantes produisent des antibiotiques pour éviter que les bactéries les colonisent et les dégradent. Il n'y a pas besoin de pulvériser de partout énormément d'insecticides ou de pesticides. Les plantes avaient déjà prévu ça. Évidemment, l'homme n'a fait que prolonger cet effet-là. Et donc, quand on boit un verre de vin rouge, on boit des polyphénols, qui sont des molécules à antibiotiques naturels qui vont éliminer, entre guillemets, notre mauvais microbiote et restaurer un microbiote normal. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer ce fameux French paradoxe et la réduction des accidents cardiovasculaires chez le patient obèse, notamment obèse diabétique, en éliminant une partie du mauvais microbiote qu'il habite. Après, si vous êtes mince et en bonne santé, vous pouvez aussi boire du vin rouge. Vous ne ferez peut-être pas le bénéfice de ça, mais au moins le bénéfice gustatif. Et donc, pour revenir à nos fameuses 18 espèces, elles ont été sélectionnées au cours de notre évolution par notre environnement, notamment ce que nous mangeons. Et ces espèces ont besoin des autres, mais c'est dans la diversité des autres espèces bactériennes qui nous habitent qui caractérise notre unicité. Nous sommes tous différents, voire même si nous étions jumeaux avec exactement les mêmes gènes. Vous savez, les fameux jumeaux diploïdes, où l'œuf s'est coupé en deux, et c'est exactement un œuf qui a donné deux êtres vivants, deux êtres humains. Eh bien, même ces jumeaux pour lesquels les gènes sont absolument identiques, n'ont pas le même microbiote. Ils n'ont pas le même microbiote entre eux, mais par contre, leur microbiote ressemble beaucoup plus à celui de leur mère qu'à celui de leur frère homozygeux, c'est-à-dire avec le même œuf. Donc, des études sont commencées à sortir depuis un grand nombre d'années là-dessus maintenant, et ont validé ce concept. Ce qui veut dire que l'héritage que nous avons eu de nos parents est beaucoup plus fort d'un point de vue de ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire les bactéries, plutôt que ce qu'il y a dans le génome en soi, dans l'être humain, ce qu'il a transféré en termes de chromosomes. Donc vous voyez, ça va relativement loin dans le concept. Donc ces 18 espèces sont absolument essentielles. Et donc sur cette rame, ils vont y intégrer psychiatrie individuelle. Nous sommes tous différents, nous avons tous récupéré l'environnement et nos parents, combinaisons complexes et variables. Mais qui sommes-nous et que sommes-nous? C'est un grand nombre de questions que nous posons aujourd'hui. Alors, si on représente des individus maintenant par des codes couleurs, pour simplifier plutôt que par des noms, voilà des individus, on va dire, de cette salle, apparemment en bonne santé. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. On a tous des proportions bactériennes différentielles, à part ces 18 petites espèces qui sont cachées dans la masse des centaines d'espèces qui nous habitent. Et donc, on est tous différents, même si on a tous des similitudes. Par contre, ce que nous avons d'identique, ce ne sont pas les noms des bactéries, mais ce sont les fonctions bactériennes. Et quand on analyse ce que font ces différentes bactéries, on a des fonctions similaires, et heureusement. Alors, il y a donc, par rapport à cette diversité bactérienne, évidemment, un enjeu sociétal majeur qu'on appelle des biomarqueurs. Des marqueurs capables de prédire la maladie, prédire la bonne santé, de prédire les risques multiples et variés, voire même
de prédire le QI d'un enfant. C'est de l'intelligence artificielle déjà prévue par le microbiote. Comme je vous disais tout à l'heure, les neuromédiateurs produits par les bactéries, les molécules complexes, sont capables d'influencer notre cerveau intestinal qui influence notre cerveau cortical. Et donc, somme toute, on pourrait, par intelligence artificielle, manipuler, ou par biologie moléculaire non artificielle, manipuler finalement l'être humain et en identifier des biomarqueurs capables de déterminer qui nous sommes et ce que nous allons devenir. Et c'est aujourd'hui ce qui est fait. Les grandes études de cohort, prospectives, non pas rétrospectives, sont capables de tenter d'identifier ce que nous allons devenir. Évidemment, il faut du temps. Si vous voulez savoir dans 20 ans ce qui se passe, il faut attendre 20 ans. Mais ça, depuis une bonne quinzaine d'années que ça a commencé. Alors, c'est important. Pourquoi? Parce que d'un point de vue sociétal, les agences de santé, voire même les pires, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, les assureurs commencent à regarder de près pour savoir si aujourd'hui vous avez un risque de faire une tumeur ou un accident cardiovasculaire, ça coûtera plus cher les assurances qu'à notre portefeuille. Donc, on a des dérives comme ça, éthiques. Des spécialistes d'éthique dans la salle. Des dérives éthiques qui sont importantes à prendre en compte. Donc, sur cette base-là, la société a un rôle à jouer absolument essentiel. En termes de chiffres, sur ces biomarqueurs capables de prédire, de caractériser, de classifier, au-delà de l'intérêt que ça peut avoir pour la santé, il y a également un intérêt sociétal. Vous voyez quelques chiffres. Ici, ça représente des milliards d'euros avec des termes qu'on a déjà utilisés, ce qu'on appelle les big data et des omics pour les plus scientifiques d'entre nous, et l'importance de ces biomarqueurs dans les marchés d'émergence, biomarqueurs de tout, de la santé, de l'évolution, de votre évolution sociétale, de votre évolution professionnelle, familiale. À partir du moment où je contrôle qui je suis et ce que je suis, je peux contrôler mon développement au sein d'une société, etc. Nous avons ici un concept de diversité. Il y a tellement de bactéries, de gènes différents en nous, beaucoup plus que de gènes, que notre cartographie pourrait remplacer l'empreinte digitale, l'empreinte rétinienne, la carte d'identité que l'on a. Assez rapidement, on déposera une goutte, j'allais dire, de notre microbiote sur un système biologique qui sera infalsifiable, parce que génétique, incopiable, et d'une précision absolue. Voire même, on serait capable aujourd'hui de mettre toutes les données actuellement accumulées dans des disques durs d'ordinateurs, on pourrait les mettre dans des tubes à essai avec des gènes bactériens tellement la diversité est grande. Le gros avantage, c'est que l'on sait multiplier tous les gènes bactériens à l'identique d'un tube à l'autre, dans des quantités faramineuses à des vitesses faramineuses et pour des coûts relativement faibles. Alors que copier des disques durs, c'est beaucoup plus cher et ça épuise les ressources naturelles, notamment en métaux, fameux métaux rares. Donc ça va, d'un point de vue sociétal, beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer d'un point de vue médical. Donc, des marchés mondiaux en croissance, beaucoup d'entreprises, de sociétés s'en intéressent, et avec des répartitions dans le monde qui sont ici, pour un certain nombre de maladies importantes, considérées avec une grande incidence. Donc, il y a un grand nombre de maladies pour lesquelles maintenant les sociétés, les entreprises, les sociétés humaines, les entreprises pharmaceutiques, les industrielles, considèrent le marché des biomarqueurs sur la base des bactéries. On a ici quelques grands noms que j'ai représentés simplement pour mettre en évidence le poids sociétal et industriel du concept. Alors, donc cet intérêt pour l'état de santé des biomarqueurs est amplement clair, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue médical. On va reprendre un exemple, parce que je suis quand même scientifique, on va prendre un exemple scientifique de cet intérêt économique, socio-économique, du domaine des biomarqueurs basé justement sur cette diversité bactérienne. Donc c'est en anglais, excuse-moi, et je pense que vous comprendront. Dans cet article, il a été recherché un biomarqueur qui pourrait être important en clinique pour dépister une maladie ou diagnostiquer une maladie qu'on appelle la fibrose hépatique. C'est-à-dire, en gros, quand vous vous coupez sur le bras, vous avez une cicatrice, eh bien, à l'intérieur de l'organisme, quand le foie souffle, il fait des cicatrices. Quand le cœur souffle, il fait des cicatrices. Et forcément, ces cicatrices, c'est pas beau, certes, mais surtout, ce n'est pas de la matière, ce n'est pas un organe fonctionnel. Ce sont les cellules de réparation
qui n'ont pas de fonction, qui n'ont pas la fonction qu'elles avaient quand elles étaient hépatocites, c'est-à-dire foie. Et donc, le seul moyen que l'on ait de manière assez fidèle de savoir si on est atteint de cette maladie de fibrose hépatique, c'est de faire une biopsie hépatique. C'est pas quelque chose qu'on a envie de faire tous les jours, certes, surtout qu'il doit y avoir un suivi relativement chronique. Et donc, on souhaiterait avoir des biomarqueurs qui soient capables de diagnostiquer très clairement. Or, comme cette fibrose hépatique a été démontrée comme ayant au moins en grande partie comme origine une variabilité du microbiote intestinal, on s'est dit peut-être qu'il y aurait des biomarqueurs dans le microbiote intestinal qui nous permettraient de diagnostiquer ça de manière très efficace. Donc, je vous passe une longue histoire scientifique pour vous mettre en évidence sur ces graphes. Alors, en haut, vous voyez rien parce que c'est tout petit. Ce sont le nom des bactéries, mais c'est disponible, hein, les cachés, sans parce que c'est disponible. Voilà. Vous avez le nom des bactéries avec les individus dans cette cohorte, sans fibrose avec fibrose, sans fibrose avec fibrose. Et vous avez une représentation ici simplifiée, rouge et verte. Les patients avec fibrose sont caractérisés par les bactéries rouges et sans fibrose par les bactéries vertes. Une petite anecdote, sans trop rentrer dans les détails scientifiques, ce ne sont pas vraiment les bactéries que je vous représente ici, ce sont des fragments d'ADN bactérien. Donc, par les analyses moléculaires, on est capable de séquencer l'ADN bactérien, évidemment. On est capable de le faire dans la matière fécale, c'est évident, mais également dans des prélèvements sanguins où il y a des fragments d'ADN bactérien qui sont passés. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a la diversité des bactéries dans l'intestin, les fluorescentes, puis les cellules bleues eucaryotes et au milieu le mucus. Et qu'il y a un garde-barrière, le système immunitaire, qui va filtrer qui passe pas. Dans la fibrose hépatique, ce garde-barrière est altéré et il va laisser passer, entre guillemets, n'importe qui. Et ces n'importe qui passent vont, au moins en partie, être responsables de la pathologie fibrose hépatique. Et par ce simple raisonnement, on est capable de mesurer des fragments d'ADN bactérien dans le sang de celles qui sont passées de la lumière intestinale vers le sang, même si elles ont été détruites, qui sont le stigmate de leur passage, et qu'on va utiliser comme biomarqueur. Donc aujourd'hui, on peut, avec un grand écart de confiance, être capable de remplacer la biopsie en mesurant un des agents causaux de la fibrose hépatique, que ce qu'on regarde les bactéries. Alors, donc diagnostic, pour remplacer la biopsie hépatique, il suffit de mesurer un certain nombre de ces paramètres. Donc, une diversité du microbiote intestinal en tant que biomarqueur d'un certain nombre de maladies, j'en ai pris un exemple, mais on pourrait les multiplier, non pas à foison. Par exemple, il y a un exemple qui est assez surprenant, qui a été publié récemment, c'est qu'on est capable, aujourd'hui, avec une prise de sang, en mesurant certains fragments d'ADN bactérien, on est capable de savoir si entre 6 et 9 ans, c'est long, 6 et 9 ans, on va devenir diabétique de type 2. Alors qu'on est apparemment en bonne santé. Et donc, alors c'est pas du oui-non, évidemment, il y a ce qu'on appelle facteur de risque, mais ce facteur de risque est statistiquement assez puissant pour dire, vous avez X pourcentage de chances de devenir diabétique de type 2, parce que vous avez aujourd'hui dans votre sang circulant des fragments d'ADN bactérien qui sont le témoin qu'il se passe quelque chose de plus profond de vous-même qui représente un risque pour devenir diabétique. Donc, agissez, modifiez un certain nombre de paramètres dans votre vie. Ce qui peut représenter, d'un point de vue économique pour la société, mais d'un point de vue humain, un gros avantage que de le savoir afin de se prendre en charge. Alors, ce rôle pour la santé, on en a discuté en tant que biomarqueur. Maintenant, on va partir, et on finira juste dans le vif du sujet, sur les maladies associées à ça. Alors, si l'on considère aujourd'hui les différentes fonctions qui sont représentées là, qui sont en lien avec le leucomie, différentes, il y en a plus que ça. On a ici, finalement, pratiquement tout l'organisme qui, de près ou de loin, dont le développement est de près ou de loin sous l'influence du microbiote intestinal. Et si on considère les maladies, j'ai une liste absolument pas exhaustive, je pourrais m'amuser à en rajouter, pas un peu tous les jours, mais au moins tous les mois. On a une somme de maladies, vous voyez dans le petit point, on peut rajouter plein de choses, le cancer, et j'en passe des meilleurs, pas le cancer, on ne voit plus, qui mettent en évidence que ces maladies ont de près ou de loin, voire à peu près, pour origine une altération du microbiote intestinal. Encore une fois, il ne faut pas s'alarmer au-delà de ça, on sait qu'il y a des causes là-dedans, mais on a une écologie microbienne et une écologie immunitaire qui nous permettent, de manière très intime, de lutter contre les dérives.
on peut se permettre d'avoir une dérive de notre microbiote, manger que une fois par semaine, une fois par mois, et revenir, entre guillemets, à une eubiose, c'est-à-dire une écologie bactérienne stabilisée, donc une immunité stabilisée, donc un risque de maladie pas trop important. Mais les excès, évidemment, conduisent dans tous les sens. Hein. On entend 5 légumes par jour, oui, très bien, mais pas 6, 7, 8, 10. Parce que là, on va dans le sens inverse. Et pas n'importe quel fruit. Donc, si on prend quelques exemples de maladies, cette fois-ci, avec les biomarqueurs, dont une relativement claire, parce que je râle dessus, vous en doutez, qui est très intuitive en termes de microbiote, l'évolution de l'obésité, le diabète de type 2, c'est-à-dire de l'adulte, et des complications cardiovasculaires associées. Alors, quand on a prononcé ça, on montre cette carte mondiale, et avec les incidences et les évolutions pour 2020-2030, 2030, oui, c'est bientôt 2030, du nombre d'individus obèses ou diabétiques de type 2, peu importe. C'est la même tendance, c'est une carte assez claire. Quand on voit l'évolution du nombre par rapport au nombre d'années, il est évident que ça ne peut pas être des mutations génétiques dans notre organisme qui ont changé ça. Alors on dit on mange plus, mais pourquoi on mange plus? On a modifié notre microbiote qui fait qu'on mange plus. Ah, donc le microbiote. Et en fait, ce qu'on recherche, tout simplement, c'est un agent infectieux, entre guillemets, d'un point de vue sociétal, un agent infectieux, puisqu'il y a une pandémie, c'est-à-dire un développement rapide et mondial de l'obésité et du diabète cardiovasculaire. Finalement, c'est peut-être un agent infectieux qu'on a recherché pendant longtemps. Alors, les laboratoires pharmaceutiques n'ont jamais réussi à le trouver parce qu'ils cherchaient un agent isolé, une bactérie, et faire un antibiotique isolé, précis contre une bactérie. Ça n'a jamais marché. Par contre, maintenant qu'on sait que finalement cet agent infectieux c'est une armée, une écologie différente, on ne peut pas faire un antibiotique contre toute une écologie de manière très précise, disséquée de manière chirurgicale. Donc les laboratoires pharmaceutiques et les chercheurs, comme nous, on recherche des causes un peu plus pléiotropes, mais tout au moins contrôler la difficulté de tout ça. Donc cet agent infectieux, il a été démontré comme causal. Pourtant, la causalité, c'est même essentiel. On a regardé ce qu'on appelle l'évolution du poids, on va le voir, de souris dites, lorsqu'on passe aux souris phase 15, évidemment, de souris dites conventionnelles par rapport à les souris qui étaient axéniques, dont je parlais quand on est à la naissance, c'est-à-dire sans bactéries, qui habitent dans des couveuses, avec des boîtes à gants relativement classiques, dans une ambiance entièrement stérile. On a fait manger un régime gras à ces souris, soit conventionnelles, soit sans bactéries, et c'était en 2004, et on a vu que seules les souris conventionnelles, c'est-à-dire les souris des champs, sans bactéries, étaient capables de grossir, alors que les souris sans bactéries grossissaient beaucoup moins. Et donc, quand on a vu en 2004 ce premier article, on a eu une sorte de révélation comme quoi on était sur la piste d'une immense découverte qui nous disait les bactéries de l'intestin contrôlent notre poids. C'est pas quelque chose de très intuitif. On savait que ça contrôlait l'alimentation, les douleurs, etc. On savait que ça contrôlait l'inflammation intestinale et les maladies inflammatoires de l'intestin. Mais le poids et le diabète, on n'y pensait pas. Et en effet, ces souris axéniques résistent au développement de l'obésité. Après, grand nombre de travaux ont démontré les mécanismes moléculaires, on a commencé au laboratoire à identifier les premières molécules bactériennes et les causales de l'obésité, du diabète, et il y en a pléthore. Donc, on a commencé cette démonstration de la causalité chez l'animal. Après, ça a été relayé chez l'homme. Et les expériences les plus farfelues ont été faites. Donc, chez l'animal, quand il n'y avait pas de bactéries, on ne grossissait pas. Quand il y en avait, on grossissait. Donc, c'est vraiment la faute des bactéries. Chez l'homme, c'est pas évident. On va pas, quoique, on pourrait faire une expérience chez l'homme. C'est toujours un peu plus délicat. Ça commence à être fait. Donc, on a fait une expérience assez originale. On a pris le microbiote de l'être humain, obèse ou mince, et on l'a mis dans des souris dites axéniques qui n'ont pas de bactéries. Alors, c'est facile, ce sont des tubes à essai vivants. Il n'y a pas de bactéries, donc on les remplit. Et quand on a fait ça, des bactéries parfaitement minces sans bactéries, des souris parfaitement minces sans bactéries, ont été colonisées par le microbiote d'un patient obèse, et les souris ont grossi. Ce qui commençait à démontrer que le microbiote de l'obèse était capable de coloniser, entre guillemets, contaminer une souris qui, elle, à son tour, allait grossir, parce que l'information de l'obésité résidait au sein du microbiote qui a été transféré. Donc ces expériences qui ont eu lieu dans les années 2010 ont été les premières démontrant la causalité
du microbiote intestinal. Ça a marché pour l'obésité, ça a marché pour le diabète, ça a marché pour la stéatose hépatique, le foie gras, ce qu'on a fait chez l'homme. Chez le canard, ce n'est pas une maladie, hein. On en a besoin pour migrer. Et donc, on avait ces premières démonstrations de causalité. Et on voulait savoir donc, si ces microbiotes des sujets diabétiques, obèses, étaient différents, parce qu'on en avait entendu parler, on l'a fait séquencer, et on a analysé par des outils mathématiques. Alors, ce qu'il faut représenter ici, c'est que chaque individu est un point, sur un carré en l'occurrence, qui est caractérisé par sa carte d'identité du microbiote. C'est-à-dire que quand deux individus appartiennent au même groupe, c'est que les cartes d'identité se ressemblent. On veut dire qu'ils sont du même pays. Et quand dans les autres groupes sont séparés, c'est-à-dire que la différence est plus marquée pour des groupes d'individus. Donc on les a représentés en couleur de manière artificielle, mais on voit qu'ici, cet individu pourrait appartenir au groupe dit des diabétiques, mais il se trouve qu'il fait partie du groupe des obèses non diabétiques. Donc, il n'est pas impossible que très bientôt, il puisse devenir diabétique, puisqu'il a déjà un microbiote qui ressemble au diabète. Alors, d'un point de vue clinique, c'est important. On est capable d'analyser ce microbiote de ce sujet qui est déjà obèse. Il va peut-être devenir diabétique ou pas forcément. Il y a des gens qui restent obèses sans jamais devenir diabétiques. Mais il a un microbiote qui lui dit qu'il ressemble déjà à un sujet diabétique. Donc, il est possible qu'il devienne diabétique. Donc, s'il ne veut pas être sous traitement tout le reste de sa vie, peut-être qu'il y a un effort à faire de conditions hygiéno-diététiques parce que cette personne aura été identifiée. Et on voit alors dans l'intestin qu'on est capable de regrouper des patients différents et les obèses ressemblent étrangement au contrôle. Ce qui suggérerait que l'obésité n'est pas encore une maladie, mais est en voie de devenir une maladie qu'on appelle plutôt le diabète. Et après le diabète, les accidents cardiovasculaires qui sont un quatrième groupe encore plus marqué et pas représenté là. Alors, on est capable de donner la carte d'identité précise du microbiote caractérisant un témoin, c'est-à-dire non diabétique, ou un diabétique de type 2. Et les bactéries R, vous avez le nom ici, et représenté là, des bactéries qui, si on les mesure, sont associées à l'état diabétique. Alors, c'est encore plus simple de mesurer au bout du doigt une goutte de sang, savoir quelle est la glycémie, certes. Pour le diabète, ça se voit. Pour l'obésité, une balance peut faire l'écart. Mais pour une insuffisance cardiaque, ça devient un peu plus compliqué. Pour un cancer, faire des examens encore plus difficiles. Et somme toute, si on pouvait le savoir avant, comme je montrais sur ce patient couleur orange qui appartient au patient au groupe vert, enfin, quelle couleur c'était, qu'il a un risque de devenir diabétique, alors c'est bien beaucoup plus intéressant d'un point de vue clinique. Et c'est à ce stade que l'on en est. Le dépistage, la caractérisation et la causalité. Et en effet, si l'on connaît les responsables, on peut alors identifier leurs fonctions et en dériver des molécules pharmaceutiques qui vont contrôler ce développement et ces maladies. Donc, il y a une identification précise des bactéries différentes et aujourd'hui faite. Alors, pour protéger, donc maintenant qu'on sait la causalité, on sait les repérer, pour protéger contre une maladie, il faut en comprendre le rôle. Il faut savoir où est-ce qu'on agit. C'est un principe de pharmacologie assez clair. Donc, on a eu une hypothèse, elle dit que c'est qu'il y a un passage bactérien de l'intestin vers l'organisme qui est capable d'induire, on a vu la fibrose hépatique, mais potentiellement d'autres maladies. Et il y a donc en fait, en plus des bactéries qu'on a à l'intérieur de notre tube digestif et sur notre peau, des bactéries dites intracellulaires. On a nommé sous forme de mitochondries. Et finalement, il y a en plus de ces mitochondries, d'autres bactéries, on va le voir, qui habitent notre organisme et qui ont réussi à passer. Je vous remets ce principe là. Et maintenant, je vous pointe un certain nombre de colonies rouges là, qui proviennent de là, qui sont des bactéries qui commencent à vouloir passer cette fameuse frontière. Mais où vont-elles et que font-elles? Ce qui va être la base alors de la solution pharmaceutique. Que font-elles? Si on reprend l'obésité et le diabète, je prends ici un tissu qu'on appelle un tissu adipeux, avec des adipocytes, sont des grosses cellules pleines de triglycérides, de gras, et on voit très clairement ces grosses cellules ici, dans ce tissu blanche, et au milieu des petites cellules, qui sont les cellules immunitaires. Des lymphocytes, des phagocytes, des globules blancs, pour simplifier. Eh bien, ces cellules immunitaires, non, chez un sujet non diabétique ou non obèse, n'ont rien à faire là. Ils n'y sont pas, ou en très petit nombre. Par contre,
Par contre, chez un sujet diabétique, il y a un regroupement, un afflux de ces cellules immunitaires. Si elles sont là, c'est qu'elles ont repéré un agent qui vient de l'extérieur, notamment une bactérie. Donc, il était suggéré que les bactéries puissent être présentes. Et en effet, l'idée, c'était que l'intestin, des fragments bactériens puissent entrer dans l'organisme, choisir un tissu. C'est vrai pour le foie, on l'a dit tout à l'heure, pour le tissu adipeux, pour le muscle, voire pour le cerveau, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Et ces fragments-là vont générer une inflammation toxique pour le tissu qui va perdre ses fonctions. Et on arrive au concept suivant. C'est que finalement, un déséquilibre alimentaire et également une propension, une sensibilité génétique, va alors modifier le système immunitaire et microbien pour agir sur des fonctions de tissu. Et on va avoir cette dysbiose intestinale qui va être le lien moléculaire manquant, générant des molécules bactériennes qui vont se retrouver dans les dents. Donc ceci incrimine le fameux rôle que vous entendrez parler a posteriori du système immunitaire. Nous avons ici des cellules de l'intestin qui forment ces fameuses villosités. Là, c'est la lumière intestinale, là, c'est l'intérieur de l'organisme. Et ces fameuses cellules, et à l'extérieur, vous avez le mucus qui était en vert fluorescent tout à l'heure. Et vous avez tout un tas de cellules immunitaires qui sont les gardiens qui contrôlent la carte d'identité de chacun. Certains passent, d'autres passent pas. Et en effet, si on a une anomalie de l'équilibre de certaines catégories de cellules immunitaires, ici représentées en toute petite partie, alors vous avez les bactéries, dont on voit les noms ici, ou les agents bactériens, qui vont modifier cet équilibre immunitaire et probablement passer dans l'organisme et commencer à jouer un rôle pathologique. Comme on l'a vu, elles vont s'accumuler dans les tissus, les cellules, les globules blancs des tissus vont les voir, vont générer des molécules de stress et vont commencer à endommager les fonctions organiques de ces organes et dérégler l'organisme. Alors, si j'arrive à... Bon, ces fameuses cellules immunitaires intestinales, enfin un tout petit peu de cellules immunitaires, ont été mesurées. Donc voilà un certain nombre de noms de cellules, peu importe, des lymphocytes, avec des gènes lymphocytaires. Et en fait, ce qui est important, c'est de voir que dans l'intestin de souris prédiabétiques et diabétiques, il y a une diminution du nombre de certaines cellules immunitaires lymphocytaires capables de produire des molécules, on appelle IL-17, peu importe, qui vont alors être impliquées dans la défense. Et donc, si finalement, au cours du développement du prédiabète, voire du diabète, on a une diminution de la défense intestinale, les bactéries de la lumière intestinale vont commencer à passer en ordre dispersé, anarchique pratiquement, pour aller dans les organes et être délétères, d'où l'on trouve dans le dépôt graisseux des globules blancs qui vont essayer de les éradiquer. Mais en voulant éradiquer ces bactéries qui sont passées, évidemment, il va y avoir ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Et l'organe en soi va recevoir ces dégâts collatéraux, va en souffrir, certaines cellules vont mourir, et il va donc cicatriser et faire ce qu'on appelle ces fameuses fibroses, c'est-à-dire des cicatrices dans l'organe. Et dans le foie, on a vu que ça donnait une maladie, la fibrose hépatique, qui à terme aboutira, dans une petite proportion, à un cancer du foie, donc des choses aussi graves. Et on a ce principe un petit peu dans tout l'organisme, tout simplement parce que, entre guillemets, tout simplement parce qu'un défaut de barrière intestinale immunitaire a été mis en place, et des bactéries qui ne devaient pas l'être sont passées. Et donc, on a pu dire que l'introduction du diabète, en l'occurrence de type 2, de l'adulte, réduit les défenses immunitaires intestinales et notamment ces fameuses cellules qui produisent une molécule qui va améliorer les défenses. Donc, cette molécule n'est plus produite, les défenses tombent et on a une certaine toxicité. Ce qui aboutit à dire que finalement, ces bactéries intestinales, une partie d'entre elles, donc vous voyez dans les matières fécales et l'intestin, vont transloquer, vont passer, et si l'on quantifie, on mesure quelles sont les bactéries qui sont présentes ou les fragments bactériens qui sont présents dans un tissu, vous avez ici le tissu adipeux, voilà l'organisation écologique des bactéries de l'intestin, et vous voyez qu'on a une autre organisation écologique des bactéries dans un organe donné, dans un tissu adipeux. Et cette autre organisation, elle est soit bénéfique, parce que l'organisme est en bonne santé, soit délétère, parce que l'organisme n'est pas en bonne santé. Et donc, cet intestin en mauvaise santé va laisser passer des bactéries délétères. Et c'est cette différence ici que l'on va cartographier, comme on a vu tout à l'heure pour le foie, que l'on va cartographier dans un tissu et qui va dire qu'on a un risque, soit d'être déjà malade, donc c'est plus un risque, un état, soit un risque de devenir malade. Donc on a des bactéries, des fragments de bactéries
à l'intérieur de notre organisme. Et donc l'action thérapeutique consisterait dans le blocage de ce passage ou dans la restauration d'un passage coordonné au niveau de l'intestin. Si l'on considère donc, ce que je viens de dire et que l'on compare des patients minces avec des patients en surpoids et des patients obèses, on a ici la cartographie des bactéries dans le tissu gras, dans le tissu adipeux, dans le tissu graisseux de ces trois groupes de patients. Et l'on voit l'évolution. Ça, c'est ce qu'on appelle un microbiote du tissu adipeux normal, on va dire, pour simplifier. Et on a un microbiote ici du patient en surpoids et surtout du patient obèse. Et vous avez ce groupe bactérien qui s'accumule, qui est en fait celui-là, avec le lot de cette bactérie-là qui s'accumule dans le tissu adipeux d'un obèse et qui va commencer à générer de la pathologie, donc des soucis moléculaires qui vont faire que le tissu adipeux de l'obèse, que va-t-il faire? Eh bien, les cellules précurseurs, ce qu'on appelle les adipocytes, pour donner le tissu adipeux, vont se mettre à proliférer en grand nombre, et en proliférant, elles vont être capables de donner plus de cellules graisseuses. Les cellules graisseuses, elles vont capturer plus d'énergie, et en capturant plus d'énergie, elles vont grossir, et ça va s'appeler l'obésité. Mais en même temps qu'elles font ça, elles vont également sécréter d'autres molécules de stress, puisqu'elles sont stressées par les bactéries, et ces molécules de stress vont induire le diabète, pour simplifier, ou des facteurs de risque cardiovasculaire importants. Donc on a des réactions en chaîne, et on est capable de mesurer un certain nombre d'acteurs. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, la photo est un peu grosse, voilà, elle arrive. Si maintenant je vous guide par la main, par un pas, de la lumière intestinale vers le tissu adipeux, par exemple, on a représenté ici en bleu toujours les cellules de l'hôte, nos cellules à nous. Là, nous sommes dans la lumière intestinale, on voit en fluorescent le mucus, et nous avons utilisé un artifice pour voir ces bactéries qui vont avancer dans l'organisme, qui est d'avoir coloré avec un fluorochrome vert fluorescent des bactéries. On l'a mis dans un tube à essai, et on a tout simplement administré chez les souris, évidemment, par voie orale, des bactéries fluorescentes que l'on va pouvoir tracer. On les voit ici, fluorescents. On a également identifié les cellules immunitaires en rouge, que l'on voit ici. Et si on prend une souris diabétique et qu'on la garde avec une bactérie fluorescente, pour voir où elle va aller, on voit ce type d'image. On a donc des cellules de l'épithélium qui nous protègent, intestinales, et on a une cellule immunitaire qui s'est rapprochée d'une cellule verte et d'une cellule bactérienne. Si on fait un fort grossissement, on s'aperçoit que la cellule verte est très proche de la cellule rouge immunitaire, voire même, une fois qu'elle est dans la cellule, elle devient jaune, et vous avez en fait une bactérie qui est capturée par un globule blanc, on va dire, qui est allé se servir dans la lumière intestinale. Jusqu'ici, il fait son rôle de défense, c'est relativement normal. Si on continue dans le temps, ça prend une minute, quand on regarde un peu plus après 30-40 minutes, on voit ce type d'image. Donc on a les fragments d'intestin avec des bactéries eucaryotes, et là c'est l'intérieur de l'hôte. Ça c'est la lumière intestinale, et on voit des cellules rouges, voire même des cellules vertes. Si on grossit encore plus, voilà ce qu'on voit. On voit à l'intérieur une villosité intestinale, donc ça c'est la lumière extérieure, hein, et ça c'est l'intérieur de l'organisme. On voit des phagocytes avec à l'intérieur en fluorescent énormément d'ADN bactérien. Et donc ces globules blancs ont capturé dans la lumière les bactéries et commencent à les rentrer dans l'organisme. Et si l'on regarde un peu plus intensément, on voit qu'à l'intérieur de cette cellule, il y a énormément de fluorescence. Il y a énormément de bactéries qui ont été capturées. Mais où vont ces bactéries? 2 heures plus tard, on retrouve ces bactéries ici fluorescentes dans des cellules immunitaires rouges. On les retrouve où? Dans le tissu adipeux. Et en fait, il faut à peu près 2 heures dans une souris diabétique pour que les bactéries de la lumière intestinale arrivent dans le tissu adipeux, l'on voit ici, et donc à ce moment-là commencent à être délétères. Mais on les voit à l'intérieur des globules blancs. Elles ont été transportées par les globules blancs de l'intestin vers le tissu adipeux, et là, elles commencent à être délétères et générer des molécules qui vont favoriser la prolifération du tissu adipeux et à terme les molécules diabétogènes, etc. Et donc pour résumer, on a ici des cellules immunitaires qui vont capturer les bactéries
de la lumière, qui vont rentrer en discussion avec d'autres cellules immunitaires qu'on appelle les lymphocytes, qui eux vont être la mémoire de ce qui se passe, et qui vont sécréter un certain nombre de molécules, dont cette fameuse interleukine 17, qui va être impliquée dans la défense, c'est-à-dire dans le message qui va dire « vous, bactéries, vous restez dehors. Vous êtes bien, vous connaissez bien, mais vous restez dehors. » Et au cours du diabète, il y a une baisse, comme on a vu, de la production de cette molécule, et donc ce message-là va être altéré, et ces cellules-là, qui contiennent des bactéries, parce qu'elles ont phagocyté, vont alors aller dans le tissu et générer cette fameuse inflammation et ces aspects délétères. On a ainsi une réduction de ce qu'on appelle la coactivation, peu importe, pour une augmentation de la translocation bactérienne. Et donc, le diabète diminue la production de ces lymphocytes, de ces hormones, interleukines, qui vont alors nous empêcher de nous défendre correctement et les bactéries, quelque part, envahir, entre guillemets, les tissus de l'organisme. Ainsi, le schéma est le suivant. En réponse dans un état de santé classique, dans une nutrition équilibrée, il y a alors une action sur le microbiote, qui est ici en bonne santé, et les messagers vont faire que les cellules immunitaires ici vont induire une sorte de mur entre l'intérieur, la partie luminale de l'intestin et l'hôte, un mur caractérisé par un certain nombre de molécules. Et donc, ce microbiote ne va pas pouvoir passer à l'extérieur. Si nous changeons de conditions nutritionnelles, on va changer la qualité de notre microbiote. Ce microbiote va avoir pour impact de modifier le système immunitaire, qui va alors modifier la quantité de molécules de défense produites, si bien que le mur de défense va disparaître, et ces bactéries vont alors se transloquer vers les tissus périphériques et générer donc des signaux de stress qui vont induire la maladie. On a ainsi je n'aime pas la démonstration, mais l'hypothèse qui reste, où l'on va démontrer, même si on a énormément de travaux, qui permettent de mettre en évidence que le diabète type 2 a pour origine un changement de microbiote ainsi que l'obésité et les complications cardiovasculaires. Donc, sur ce cas de connaissance, maintenant, donc on connaît des mécanismes, on connaît des molécules, quels sont les outils de protection? On ne va pas traiter l'obésité et le diabète avec des antibiotiques pendant 20 ans, ça n'a pas de sens. On n'arrive pas à demander, d'un point de vue clinique, à ces gens de manger de manière plus équilibrée et d'avoir une activité physique, donc il nous faut des outils pharmacologiques. Eh bien, puisqu'on parle d'obésité, de microbiote et d'antigène, finalement, on s'est pris au jeu de savoir si finalement on ne pouvait pas vacciner contre les bactéries du diabète, puisqu'on avait leur nom, leurs antigènes, on sait ce qu'elles faisaient. Alors là, on fait une expérience simple, avec les souris. On a induit un régime diabétogène, et évidemment, les souris deviennent diabétiques obèses quand on leur donne un régime prélevé champ de gras. On a alors réalisé une expérience, trop vite, une expérience où l'on a injecté ici, 35 jours avant de donner un régime diabétogène, on a injecté les bactéries que je vous ai montré. Évidemment atténuées, on a fait des extraits biochimiquement compliqués, et on a vacciné les souris. On s'est dit, on va essayer de vacciner. Et puis après, on leur a donné ce régime diabétogène, on a mesuré l'évolution de la glycémie quand on administrait par voie orale à des souris du glucose, du sucre. Et on a regardé l'évolution de la glycémie. Si les souris sont diabétiques, la glycémie monte très fortement. Alors en effet, c'est ce qui s'est passé. On a mesuré la glycémie au cours du temps après une injection par voie orale et une administration par voie orale au temps zéro. Par rapport aux souris témoins qui sont représentées ici, vous avez une glycémie qui monte modérément parce que les souris viennent de boire une solution glucosée. Quand les souris étaient rendues diabétiques par le régime, la glycémie était déjà plus élevée et la glycémie augmentait plus fortement quand, en effet, ces souris étaient diabétiques en réponse à une charge orale en glucose. Mais si les souris diabétiques, c'est-à-dire que l'on allait rendre diabétiques par ce régime, ont d'abord été vaccinées, alors à ce moment-là, vous voyez, la glycémie ressemble parfaitement à celle des souris qui n'ont jamais vu leur régime diabétogène. Donc on était avec des antigènes bactériens issus de l'intestin d'autres souris diabétiques, on les triés, identifiés, étaient capables de vacciner ces souris. Elles pouvaient aller, comme je disais tout à l'heure, manger vaginal, dans une certaine proportion, sans devenir diabétiques et obèses. Pourquoi? Parce qu'elles avaient été éduquées contre les bactéries responsables de l'obésité et du diabète. Donc elles ont été protégées, le système immunitaire était plus fort, il les a reconnues dans l'intestin, il leur a dit, vous ne passerez pas,
Et donc, elles n'ont pas été dans le tissu adipeux, n'ont pas induit les molécules de stress, qui n'ont pas induit le diabète, etc., etc. De manière relativement simplifiée. On a pu le démontrer parce que si l'on prend les cellules immunitaires issues d'une cellule qui a été immunisée, c'est-à-dire vaccinée, qu'on prend ces cellules immunitaires, on la donne, on les transfère à une autre souris qui n'a pas été vaccinée, mais on transfère à l'agent fonctionnel, c'est-à-dire le système immunitaire. Alors à ce moment-là, cette souris, ici à qui on a transféré, est au moins en partie vaccinée. Donc on a bien transféré le principe actif de l'immunisation. Et pour finir, je vous présente, si j'arrive à passer la bureau, voilà, c'est allé trop vite, l'équipe au mon laboratoire qui a fait en partie ces travaux, évidemment issus de la littérature, plus une grande partie moléculaire, avec la ville de Toulouse, à l'hôpital de Orgueil, pour cette anecdote des bactéries gram négatives roses et gram positives violettes. Ils sont ce qu'on caractérise en microbiologie de manière assez classique. Et évidemment, un certain nombre de gens du laboratoire, des sponsors, et toutes les bactéries que nous avons eues. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je sais que ça a été trop long, je pense que oui. Bonsoir. Est-ce qu'en changeant d'alimentation, donc en passant à une alimentation très équilibrée, on peut modifier la composition du microbiote, revenir à un côté normal? Alors, donc, ce qui suggère qu'au départ, on avait une alimentation déséquilibrée, j'imagine, donc un microbiote déséquilibré, donc leur massage, oui. À deux conditions. Que ce soit maintenu dans le temps. Quand je dis dans le temps, c'est sur des années. Pourquoi? Parce que un microbiote déséquilibré va éduquer le système immunitaire, qui sera la mémoire de ces déséquilibres. Et donc, il y a une résilience, c'est-à-dire que si vous décidez de manger un peu à volonté correctement, très bien. Mais au mois de septembre, octobre, novembre, le système immunitaire va se souvenir que le microbiote qu'il a initié, c'est un microbiote déséquilibré. Et il va tout faire pour le réinstaller. Afin de faire un contrôle alt d'élite, c'est-à-dire un resetting du système immunitaire, il faut plusieurs années. Je ne saurais pas vous dire combien, ça va dépendre de chaque individu, et ça va dépendre de la résilience du système immunitaire. Il faut rééduquer le couple. Bien. Merci pour cet excellent exposé, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment passionnant, j'ai envie de savoir plus, mais je vais poser une question, parce que c'est un point sur lequel j'ai un peu un désaccord, si je peux me permettre. Bon, je suis dans la recherche agronomique. Je précise. C'est quand vous avez parlé un petit peu d'un vaccin, en quelque sorte, parce que imagine, j'ai bien compris. Donc je vois l'intérêt pour la recherche, mais est-ce que ça va pas trop loin? Je l'explique, parce que on va résoudre par exemple le problème du diabète, mais on sait par exemple que l'obésité, il y a d'autres causes aussi, qui sont par exemple quand on mange des aliments très transformés, il y a moins de régulation de l'appétit et tout ça. Donc je pense que c'est pas un hasard. Et je te dis là, avec l'agriculture, parce que nous, on peut dire on pollue. C'est pas un problème parce qu'on s'est pollué l'eau. C'est pas tout à fait vrai. Est-ce qu'il n'y a pas pareil? Vous avez dit même, on peut presque manger la pâte de quoi, faire un gin McDo, si on a en gros le vaccin, on corrige. Donc je trouvais un petit peu, oui, c'est un match complotiste, c'est clair. Oui, parce que je vois dans la société, notamment l'agriculture, on passe justement beaucoup de temps à prévoir des solutions correctives, qui coûtent cher, qui ne résolvent pas tout, alors qu'il y a des solutions préventives qui ont un impact plus important. Et dans la recherche qui suit, ça dit pas dommage, on trouve des substituts, des correctifs, alors que le coût économique et sociétal est beaucoup plus important. Donc quand on fait la recherche, on se fait plaisir, je suis un petit peu là-dedans aussi, mais autant ce que vous avez dit sur la première partie, les 90%, ça ouvre des perspectives extraordinaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas, justement, la question qu'il avait posée avant, à travailler aussi, et beaucoup, justement, pour répondre à la question, il y a des points de suspension, des interrogations que vous disiez, et comment on peut, par son mode de vie, c'est l'alimentation, mais il y a aussi son environnement, ce qu'on consomme, parce qu'il y a les facteurs négatifs type les pesticides, il y a les facteurs positifs dans l'alimentation, antioxydants, comment on peut, par son environnement, orienter, même si c'est très long, le microbiote, ou éviter qu'il se dégrade, afin être prévenant dès la naissance des enfants. C'est une très longue question sociétale. Il y aurait plusieurs heures pour simplifier. Vous avez parfaitement raison. Si l'on est capable de maintenir un équilibre hygiéno-diététique tout simplifié, comme on le dit, en ayant accès à des éléments de qualité, on va résoudre une grande partie des problèmes. L'obésité et le diabète sont des maladies sociétales qui, pour la très grande partie, n'existeraient pas si on était capable de contrôler. Or, la société, et Dieu merci, j'allais dire, nous propose le choix.
on a le choix dans notre alimentation. Si on veut manger un régime peu gras bien équilibré versus un cassoulet, de temps en temps, le cassoulet, ça fait bien. La question, c'est pas tous les jours. Donc, c'est dans ce terme-là qu'on doit éduquer l'être humain. Donc, en effet, les industriels sont en grande partie responsables, tout simplement, de nos développements sociétaux. Hein. On mange ce qu'il y a dans les supermarchés. Si on n'a pas tant les supermarchés, on cultive soi-même ses légumes. On fait ce qu'on peut. On est mal informé et il y a peu de traçabilité. On est mal informé, il y a peu de traçabilité, et puis bon, la société elle est ce qu'elle est avec ses contraintes. Donc là, ça va extrêmement loin dans l'immunité. Oui. Quand on fait de l'implantation fécale, qu'est-ce que devient le système immunitaire? Qu'est-ce qu'il va essayer de, justement, est-ce que ça marche pas? Parce que ça veut dire que le système immunitaire, il va essayer de retrouver le microbiote d'avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une bonne question. Ça met en évidence d'abord une petite introduction, c'est que la transplantation fécale, c'est ce qu'on appelle entre guillemets la greffe fécale, où chez un individu donneur de microbiote fécal à un individu qui a une maladie, XY, souvent c'est une infection intestinale. Bon, dans le cas expérimentaux, ça peut être le diabète, ça a été fait. Dans le cas d'une infection intestinale, on transfère, on greffe au microbiote. Et chez les patients qui ont une infection intestinale et une bactérie dans le Clostridium difficile, il y a des saignements, il y a des douleurs très importantes. Et quand on réalise ces greffes, alors les patients sont guéris, alors que l'antibiothérapie ne fonctionnait pas. Que se passe-t-il? Comment ça marche? Évidemment, c'est très difficile de répondre. On greffe des milliards de bactéries très complexes. Ce qu'on pense savoir, c'est que expérimentalement parlant, le fait de greffer va faire un choc tellement important au système immunitaire que ce système immunitaire va avoir un soubresaut réactionnel puissant qui va alors trouver les capacités, et dans ses réserves, de détruire la bactérie qui était infectieuse intestinale. Donc le fait de choquer le système immunitaire avec un grand nombre de bactéries différentielles, quelle que soit leur origine, j'allais dire, permet de réactiver toutes les forces en présence qui étaient endormies, je veux dire. Et d'un point de vue médical, il y aurait une hyperréactivité immunitaire qui permettrait de détruire l'agent infectieux, alors que le microbiote greffé ne s'installe pas. Il ne s'installe pas parce qu'il est injecté une fois, 2 fois maximum. Il ne va pas permettre cette résilience dont on discutait tout à l'heure qu'il faudrait réaliser sur plusieurs années. Mais il va faire un stress immunitaire qui va détruire ce qu'il y avait avant. Une sorte de resetting. De façon durable. De façon durable, parce qu'il s'agit d'un agent infectieux, et si on ne rencontre pas cet agent infectieux, une fois qu'il est parti, il est parti. Oui, j'aurais aimé savoir si vous avez repéré un défaut ou une altération du microbiote théorique que vous avez décrit en début de conférence et qui serait corrélé avec l'apparition de certaines maladies, par exemple la maladie de Crohn. Alors, dans la maladie de Crohn, en effet, il y a une importance du microbiote qui a été démontrée bien avant les révolutions dont je parlais. On sait très clairement. On ne savait pas trop qui, on avait du mal à faire les hypothèses, mais maintenant, on a des noms très précis de candidats. Ce que l'on ne sait pas, c'est pharmacologiquement agir avec eux de manière très très précise. Donc oui, il y a des signatures particulières des sujets atteints de maladie de Crohn. C'est un peu moins clair pour les sujets atteints de maladies d'inflammation intestinale, d'irritation intestinale, et pour la maladie de Crohn, oui. C'est pas parce qu'on a un nom qu'on a une solution thérapeutique, mais on est dans le début, j'allais dire, d'une solution potentielle. Il faut maintenant comprendre comment ces bactéries, cette signature bactérienne est capable d'influencer le système immunitaire et de percer, somme toute, des trous, de faire des irritations dans l'intestin. Mais c'est un début très prometteur. Il y a beaucoup de travaux dans ce sens-là, notamment l'identification de bactéries qui ont disparu et qui, elles, protégeaient contre l'agressivité de bactéries de la maladie de Crohn. Donc on essaie de réimplanter ces bactéries protectrices en grand nombre. Voilà. Et donc ces bactéries protectrices, il faut savoir les cultiver, elles sont difficiles. Elles font partie d'ailleurs de la liste des 18 que j'ai précisées, qui sont essentielles, sinon il y a un risque de Crohn important. Ouais. Bonsoir. Vous utilisez les termes intestins, le sein lié au pluriel,
est-ce que vous faites une différence significative entre gros intestin et intestin grêle? Ma deuxième question, elle me concernerait, est-ce que votre laboratoire travaille sur développer une culture de la prévention en rapport avec ce que vous mettez en ligne? Alors, deuxième question, c'est entre guillemets plus facile parce qu'il n'y a pas de réponse. Oui, on a une culture de la prévention par le fait qu'on est capable de sortir des diagnostics prédictifs d'un risque. Après, il faut que la société, les gouvernements s'en emparent. Donc oui, les solutions existent, on sait le faire. On sait le faire, il y a tout un tas d'entreprises. Aujourd'hui, vous envoyez votre sang ou votre microbiote intestinal, vos matières fécales, et vous prédisent un risque. La valeur de ça les regarde. Aujourd'hui, les États n'ont pas validé épidémiologiquement parlant, mais des laboratoires savent techniquement le faire. Donc oui, on sait identifier le risque et proposer, comme vous disiez tout à l'heure, des solutions nutritionnelles, agroalimentaires caractérisées. La grosse différence, c'est qu'il faudrait le faire pour des individus donnés, des groupes d'individus qui se ressemblent. On ne peut pas imaginer aller au supermarché et manger un régime valable pour l'ensemble de l'humanité. Plus de 7 milliards d'individus, bientôt 10. Non, il faut faire des sous-groupes. C'est ce qu'on appelle la nutrition personnalisée. Un groupe d'aliments, si on parle de la nutrition, un groupe d'individus, un groupe de comportements, un groupe d'individus. Pour la première question, vous avez raison, bien sûr, j'ai simplifié de manière non justifiée, je vais dire dans cette audience, la notion d'intestin. L'intestin commence par la bouche et finit par l'anus. Plus de 8 mètres de distance, je vais dire, et tout autant de différences, de diversité fonctionnelle. Un des déterminismes classiques, c'est le gradient d'oxygène. Il y a plein d'oxygène dans la bouche, et beaucoup moins, voire quasi absent dans le rectum, dans l'anus. Même combat pour l'acidité, qui est très forte dans l'estomac, qui encore continue à être puissant dans le duodénum, et qui est réduite au cours du temps, au cours des centimètres et des mètres. Même combat pour ce que disaient les acides biliaires, qui sont des détergents qui vont détruire les bactéries, et tout simplement pour les nutriments. Il y a beaucoup de nutriments dans le duodénum et beaucoup moins dans le gros intestin. Donc il y a des grosses différences d'écologie, mais même sur le même segment intestinal, vous avez des différences entre les bactéries qui sont à l'intérieur, au milieu de la lumière, et celles qui sont collées contre le mucus. Ce ne sont pas les mêmes, il y a un gradient aussi d'écart. Donc il y a des écologies bactériennes intestinales. Ça marche? Oui. Je vous passe le bonjour des docteurs Villiers, monsieur Linguier, qui vraiment apprécie beaucoup votre travail. Et nous, on est venus en nombre ici parce que nous sommes l'Association française de la thyroïde. Et c'est vrai qu'on voudrait soutenir tout un travail au niveau de, notamment la maladie auto-immune d'Hashimoto, dont les endocrinos sont souvent à côté de la plaque, puisque on se rend compte que ces maladies-là sont souvent binaires, elles vont souvent par deux, donc elles sont souvent associées à d'autres maladies, et on est prêt à faire une recherche, parce que c'est vrai qu'on est face à une médecine qui est un peu kalachnikov, et qui ne recherche pas pourquoi des choses. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup de problèmes intestinaux chez nous, et une certaine incompréhension d'un monde médical par rapport à Philippe, qui n'est pas toujours facile à comprendre, à supporter. Et là, vraiment, voilà, les médicaments, on commence par un, on termine par 10. Ce qui est tout à fait... Donc, on est un peu rebelle à ce niveau-là, donc on veut soutenir une recherche indépendante des labos, si c'est possible. Si c'est possible. Là aussi, il y a une question de société, je reste pour le commentaire essentiel. Paradoxalement, on ne sait pas grand-chose entre le microbiote et les patients atteints de maladies relatives de la thyroïde et donc ce microbiote. On ne sait pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'études. Est-ce que c'est parce que les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas très enclins, les industriels agroalimentaires non plus à étudier ça? Est-ce que parce que finalement, il y a des hormones et on se débrouille avec ça? Voilà, je ne rentrerai pas dans ce débat, mais s'il y a une fenêtre d'espoir qui peut s'ouvrir, à condition, comme vous disiez, qu'il y ait des études faites dans le domaine des maladies que vous connaissez bien. Et puis là, soutenir à la recherche, c'est aussi bien, il y a les aspects financiers, les aspects cliniques, etc. Après, d'un point de vue clinique, voir que les cliniciens font ce qu'ils ont avec les outils qu'on leur donne, c'est pas eux qui inventent les médicaments, évidemment.
Les laboratoires pharmaceutiques, ils inventent les médicaments là où il y a un marché, capacité de les vendre, évidemment, c'est la société libérale et c'est comme ça que c'est fait depuis fort longtemps. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une médecine ou une science plus proche du peuple, entre guillemets, plus adaptée à l'individu? C'est ce qu'on souhaiterait tous, nous, en tant que chercheurs. Après, bon, les conjonctures économiques que l'on ne contrôle pas à notre niveau, évidemment, font qu'encore une fois, on fait ce qu'on peut, comme pour la question agroalimentaire, on se nourrit comme on peut. Oui. Oui, pardon, bonsoir. Est-ce que y a une influence sur le jeûne? Est-ce que ça a une influence sur le microbiome? C'est ça? Oui, mais j'ai pas très bien entendu. Bah, comme l'alimentation a une influence sur le microbiome, si on jeûne, c'est-à-dire si on ne mange pas, les bactéries ne mangent pas. Enfin, donc c'est faux ce que je dis. Si l'on ne mange pas des aliments, les bactéries ne mangent pas des aliments. Que vont-elles manger? Elles vont manger l'être humain, tout simplement. Pour la bonne et simple raison que si on reprend l'évolution au-delà, pré-darwinienne que j'ai montré, les bactéries étaient là sur Terre avant nous. Alors j'aime bien dire de temps en temps de manière provocatrice, elles nous ont autorisés à vivre, pour certaines conditions, dans certaines conditions, qu'on les nourrisse, qu'on les dissémine et qu'on les protège, qui sont en somme toutes les trois règles essentielles de la survie d'espèces sur la planète. Et ils nous ont dit, je fais du Spielberg un petit peu, à l'époque, bon, ok, vous arrivez maintenant avec vos gros sabots de l'eucaryote, je vous autorise uniquement si on fait un accord indien. Et donc, elles font ceci. Si maintenant, demain, vous ne les nourrissez plus, vous allez rompre le bail que vous avez avec votre locataire, ou inversement. Voilà. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vous digérer. Elles vont commencer à manger le mucus intestinal, vous savez, ce qui est des vers fluorescents entre les bactéries et les cellules bleues. Elles vont commencer à manger ça parce que c'est très nourrissant. Il y a plein de sucre, il y a plein de protéines. Et elles vont commencer à manger les cellules. Ce mucus, et quand il y aura plus de mucus, elles vont manger les cellules. C'est un peu ce qui se passe dans la maladie de Crohn, où en fait, vous avez des bactéries extrêmement agressives, extrêmement capables de digérer votre mucus. Ça ne veut pas dire que de manière écuse soit pathologique, peut-être même au contraire. Si vous avez dans l'arrière-pensée aussi votre question, c'est est-ce que le jeûne récurrent est important? On dit que des phases de jeûne, là, 2 jours par mois, mais de vrais jeûnes, sont bonnes pour la santé. Il y a tout un tas de théories. Il faut regarder les résultats sur le long terme en termes cliniques, mais c'est pas impossible. Conceptuellement parlant, on pourrait faire un resetting de notre microbiote, entre guillemets, dysbiotique. On vient de faire une phase, cassoulet, McDo, etc. On va faire un peu de jeûne. Mais si on a mangé correctement et qu'on s'est permis de faire une phase cassoulet, j'allais dire, c'est que le système immunitaire a été éduqué avec des bactéries que l'on a quand on mange correctement. On fait une petite phase, elle va être déséquilibrée, mais notre mémoire immunitaire va rester. Donc ça va être résilient. Donc la phase de jeûne va permettre d'accélérer ce retour à ce qui était avant le cassoulet. Dans ces termes-là, on peut l'imaginer. Et comme on fait tous, enfin, ce qui me concerne, je fais des excès réguliers, j'essaye de faire des phases de non-excès réguliers, enfin, régulières. Et donc, on peut imaginer, quand on a fait des phases de jeûne assez marquées, genre je ne mange pas pendant 1 jour ou 2 jours, puisse permettre un resetting du microbiote plus rapidement que si on baisse régulièrement on modifie notre régime sanguin. Donc potentiellement oui, mais pas trop long terme. Bonsoir, je vais essayer de faire court. Vous avez évoqué différentes maladies qui sont influencées par le microbiote. Donc, je voulais savoir ce que vous pensez de l'influence du microbiote sur l'autisme, dont on parle beaucoup, on a parlé, voilà. Et ensuite, concernant le diabète, vous avez évoqué beaucoup le diabète de type 2. Et c'est vrai que maintenant, sur le plan génétique, on s'aperçoit que le diabète de type 1 et de type 2 sont assez proches. Donc, est-ce que au niveau du microbiote, il peut y avoir aussi des similitudes? Alors, 2 questions passionnantes aussi. En effet, pour l'autisme, il y a de plus en plus d'évidence, qui reste des observations. La partie causalité, démonstration, va prendre un peu de temps. Dans les modèles animaux, c'est difficile de savoir si une souris est autiste. On ne parle pas beaucoup. Donc le diagnostic n'est pas évident, l'expérience n'est pas évidente. On a des modèles, ce sont des modèles qui ne sont pas très fidèles par rapport à l'homme. Donc on est encore dans la phase observationnelle, mais il est fort probable, compte tenu de l'impact des bactéries sur la programmation du système nerveux intestinal qui lui-même programme le cerveau cortical,
on puisse avoir un rôle important des bactéries. La question sous-jacente qui est clé, c'est est-ce qu'on peut faire un retour en arrière? Il est probable, là aussi, qu'un traitement chronique par des agents nutritionnels non encore identifiés, mais identifiables sur la base d'enquêtes alimentaires et de grandes cohortes, puisse permettre d'identifier pour des groupes d'autistes bien déterminés, puisqu'ils ne sont pas tous les mêmes, des conditions nutritionnelles pour faire ce resetting. Cette fois-ci, ce n'est pas forcément le système immunitaire qui va être touché, mais le système nerveux. Une fois que les cellules nerveuses sont là, que vous en faites leur connexion, c'est très plastique, un cerveau. Les gens pensent qu'ils sont nés intelligents ou bêtes, mais c'est faux. On travaille notre cerveau toute notre vie. Le moment, ça prend de l'âge, c'est un peu plus difficile, mais on peut encore le faire pendant très longtemps. Et cette plasticité du cerveau intestinal ou cortical pourrait être contrôlée par du microbiote, compte tenu de tous les neuromédiateurs dont on a parlé tout à l'heure. La dernière question, c'était le diabète de type 1. Donc là, c'est beaucoup plus clair, parce que c'est une maladie plus facile à étudier. Les données sont extrêmement claires, on travaille beaucoup là-dessus. Oui, le diabète de type 1 a, en grande partie pour origine, un déséquilibre du microbiote intestinal, qui va alors faire ces fameux trous intestinaux, cette perméabilité intestinale, et faire passer des molécules bactériennes qui ressemblent à ces fameuses cellules qui sécrètent l'insuline, qui sont détruites de manière auto-immune par le système immunitaire. Et là, on commence à identifier ce mimétisme qui est auto-immun et qui détruit les cellules bêta. Il y a eu diabète de type 1. S'il vous plaît. Tout à l'heure, dans les images de microscope que vous avez montrées, j'ai cru comprendre que les bactéries étaient phagocytées par les globules blancs et étaient transportées comme dans une petite voiture, disons, à l'intérieur de l'organisme. C'est bien cela? Exactement. Exactement. C'est-à-dire ce qui se passe, pour aller un petit peu plus loin dans la démonstration, on prend des bactéries vertes fluorescentes. On donne par voie orale à une souris diabétique. Si elle est non diabétique, elle ne passera pas. En plus, ça n'est pas la même chose, peu importe. Et on caractérise les cellules immunitaires qui étaient en rouge. On les voit transporter dans l'organisme, alors pas dans le sang circulaire ou en tissu lymphatique, on les voit transporter des bactéries fluorescentes, sans les détruire. Certaines sont détruites, mais pas toutes. Parce que le système immunitaire du diabétique n'est pas aussi fonctionnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la greffe. Il faudrait l'activer pour détruire l'agent infectieux, et donc il va être transporté jusque dans le tissu. Si bien si on prend un tissu adipeux, contient des adipocytes et tout un tas de cellules, et que l'on isole des cellules qui sont fluorescentes parce qu'elles ont une bactérie, on va voir qu'elles sont à l'intérieur des globules blancs. Donc on peut voir à l'intérieur du cytoplasme des globules blancs des cellules fluorescentes. Et ces bactéries, si on les met sur une boîte de pétri, vont pousser, vont faire une colonie, comme si on venait à l'intestin. Donc on a des bactéries vivantes. Ici, tout le monde dans cette salle a des bactéries vivantes dans ces tissus. Et la quantité n'est pas négligeable. Mais elles sont symbiotiques, elles sont non agressives. Et ces bactéries sont essentielles pour maintenir le taux d'éveil de notre système immunitaire circulant en bonne santé, de maintenir un travail immunitaire anticancéreux. Si on baisse notre défense immunitaire, on a un risque de cancer accru. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tout un tas de solutions thérapeutiques qui vont réactiver le système immunitaire pour faire ce qu'on appelle l'immunothérapie anticancéreuse. Eh bien, les bactéries peuvent être à la base de l'immunothérapie. Il y a un très bel article scientifique qui est sorti en décembre, de l'immunothérapie anticancéreuse. Ça fait une sorte d'adjuvant, comme si on vaccinait. Si vous voulez. Et donc, ces bactéries sont essentielles pour ça, entre autres. La dernière question. Le concept de vaccination contre le développement de diabète type 2 que vous avez montré chez la souris, est-ce que ça marche sur toutes les souches de souris? Et est-ce que vous avez testé d'autres modèles animaux? Et est-ce que vous pensez de développer ça chez l'homme aussi? Alors, c'est une question à 1 milliard d'euros. On a fait et publié un certain nombre d'expériences, pas chez de très nombreux modèles animaux. Je ne sais pas répondre à cette question. Évidemment, pour des raisons financières, comme d'habitude, on n'a pas les moyens de le faire. Et on a, ce qu'on a fait, on a essayé de faire une analyse très profonde et régulière pour venir comprendre. La vraie question, c'est est-ce que c'est adaptable à l'homme? Peut-on vacciner un échappement? Imaginez, vous êtes une société civile, un État, vous êtes un laboratoire pharmaceutique
quand je suis arrivé avec mes brevets bactériens pour vacciner contre le BV type 2, avec une solution roi, si je perds, ça va bien marcher. On m'a dit, écoutez, c'est génial, votre truc, voilà, les antigènes ou les bactéries, c'est fantastique, mais c'est intestable. Pourquoi? Parce que le diabète type 2 apparaît entre 50 et 60 ans, pour simplifier, 40 à 60. Et si on vaccine quelqu'un à 20 ans, quel laboratoire pharmaceutique va attendre 30 ans, 40 ans et faire un suivi médical pour démontrer que c'est fonctionnel? On m'a dit, c'est très bien votre idée, mais ça n'est pas faisable pharmacologiquement. Il faudrait que les États s'en chargent. La dernière question là-haut. Question. La dernière question là-haut. Bonjour, écoutez, c'était très intéressant et bravo pour votre analyse. Juste une petite question par rapport à l'influence des ondes et le micro-ondes éventuellement. Les ondes, plutôt le micro-ondes, il y a une influence sur le microbiote de l'organisme. Les micro-ondes du four à micro-ondes? Oui, mais voilà. Ouf, j'ai donné, je sais pas, plus d'une centaine de conférences, j'ai jamais eu cette question. Bravo. Il fallait y penser. Alors, je vais pas vous mentir, je n'en sais absolument rien. J'essaie de réfléchir à la littérature de ce qui a été publié. Ça me dit rien, mais généralement, j'ai pas pour habitude de dire que parce que ça n'a pas été fait, il faut le faire. Ça n'est pas un raisonnement scientifique. J'essaie de trouver une base scientifique à ça. Est-ce que les ondes au sens large qui nous entourent pourraient avoir une influence? Si ces ondes, quelles qu'elles soient, hertziennes, micro-ondes, rayons gamma multiples et variés, peuvent avoir une influence sur, on va dire, le système nerveux, alors à ce moment-là, le système nerveux, de manière indirecte, a une influence sur le système immunitaire qui a une influence sur le système microbien. Donc en cascade. Donc comme dans tout et dans tout, tout est dans tout et réciproquement, pourquoi pas? Mais il faut un rationnel scientifique pour pouvoir valider cette hypothèse. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas évidemment.